Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars en confinement pour cette édition série. Aujourd'hui, nous allons débriefer le chapitre 12 du Mandalorian, intitulé Siège. Je suis Loïc et je suis accompagné pour cette émission de Céline et Thomas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Donc, avant d'entamer notre émission, on va faire notre traditionnel Quad 9 Star Wars. Donc, qui veut commencer? Céline, peut-être? Comme vous savez, je suis toujours en train de regarder les Clone Wars, donc j'avance petit à petit. Là, je suis en plein dans la saison 6, et je trouve que vraiment, c'est une très bonne saison. Donc, en effet, c'est une série qui se bonifie. C'est un bon vin d'Alderaan. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher quand même, parce que les 4 premières saisons, c'est rude. Disons qu'il y a du très bon et aussi du très mauvais, donc c'est ça qui est compliqué dans une vision globale de Clone Wars. Par contre, ce serait intéressant d'avoir parce que tu n'es pas la seule de notre équipe à regarder les Clone Wars un petit peu en retard, et ce serait intéressant d'avoir votre avis en fait après coup. De votre appréciation de la série en global, toi, Fab, etc. Les personnes qui ont envie, franchement, ça pourrait valoir le coup de faire une petite émission après. Oui, on voulait faire un petit truc. On va voir super. le format. Voilà. Top, super. Thomas ? Moi, pareil. Alors moi, les The Clone Wars, je les ai tous dévorés dès la sortie plusieurs fois. Mais là, je reviens justement en arrière et je me remate des vieilles saisons. Je crois que le côté Philoniverse nous y incite fortement. Samedi, du coup, au lendemain, je le regarde le vendredi, le Mandalorian, et au lendemain, je suis parti sur les épisodes de la saison 3 où justement ils vont sur Mandalore. C'était un peu l'intrigue à la con, je sais pas si tu te rappelais, ceux où ils empoisonnaient la cantine. Ça fait un peu cheap comme scénario. Eh ben, c'est celui où Ahsoka doit s'occuper de l'école. Exactement, ouais. Et j'ai été jusqu'à... Il y a justement, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'ils vont sur Alderaan. J'avais complètement oublié qu'il y avait un épisode où Aurra Singh essaye de tuer Padmé sur Alderaan. Ça m'était complètement sorti de la tête. Et quand ils arrivent sur Alderaan, je fais « Ah, mais c'est génial, ils vont sur la plus belle planète de l'univers Star Wars !» Ça m'était sorti de la tête. Donc voilà. Et sinon, juste WhatsApp, on va dire que j'ai élargi un peu. J'ai acheté Marvel Ultimate Alliance sur la Switch. Qu'est-ce que c'est génial! C'est un jeu qui se joue en coop, c'est un beat'em all, un peu comme les X-Men à l'époque, Ultimate Legacy ou Ultimate Alliance, c'était la même chose. T'es 4 persos ensemble, et en coop, tu fais des attaques ensemble, et on joue à ça avec les gosses, on débloque des persos, etc. C'est génial, t'as tout l'univers Marvel. Donc là, on s'est fait chapitre 1, tous les gardiens de la galaxie, après il y a eu tout l'univers Spider-Man, et là on est sur les street level caractères, Daredevil, enfin les Defenders quoi en gros. Et c'est hyper riche en perso, donc vraiment, je m'écarte un peu, mais achetez-le, il est génial ce jeu. Eh ben écoute, je vais te rejoindre sur un petit Quad 9 gamer, puisque, alors il est jamais trop tard pour bien faire, mon fils a acheté Battlefront 2, et puis on a commencé un petit peu à y jouer ensemble, évidemment, je vais jouer un petit peu avec eux. Qu'est-ce que ce jeu est dur. J'ai beaucoup de mal, je suis pas du tout gamer, donc j'ai beaucoup de mal à viser et à me déplacer en même temps avec les commandes que je ne trouve pas tout à fait intuitives à la manette, qui font penser à des commandes de PC, mais avec la manette c'est très très difficile. Il n'y a pas de visée automatique comme dans beaucoup de FPS, et je pense, je vais revenir notamment à un très vieux, un GoldenEye qui avait quand même une facilité, alors qui était très dur, mais qui avait cette petite facilité de nous aider. Là, franchement, c'est vraiment complexe. Je sens qu'il va falloir beaucoup de temps pour apprécier je sais plus comment ça s'appelle, les contrôles de la manette, quoi. Et puis en parallèle de ça, j'ai un peu comme toi, Thomas, je me suis rematé quelques épisodes, mais pas de Clone Wars. Moi, c'était Rebels. J'ai rematé les épisodes qui concernaient Sabine et les Mandaloriens, justement, donc notamment les épisodes avec les commandos impériaux, et puis quand elle retourne voir sa maman sur sa planète.
Et justement, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'y revenir. Comme tu l'as dit, cette espèce de fil universe qui nous incite à revenir encore et encore sur ces personnages pour voir d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont traversé, les choses qu'on a oubliées aussi. Parce que mine de rien, ces séries, elles commencent quand même à dater. Et il y a forcément des détails qu'on oublie, mais c'est vraiment très très sympa d'y revenir. Et il y a vraiment de très très belles armures mandaloriennes que j'aimerais beaucoup voir en version live, puisque là c'était la version animée. Et ils ont su, avec Bo-Katan, adapter parfaitement le design. Et c'est vrai, j'espère qu'on reverra ces personnages en version live dans le futur de la série ou dans une autre série annexe. Et c'est vrai que le fait que Filoni, si tu veux, soit là finalement maintenant depuis plus de 10 ans en fait à bosser dessus, finalement ça donne un background énorme à Mandalorian, et ça on se demande même si le mec est pas plus calé en Star Wars que George Lucas himself, quoi, tu vois. Enfin, tellement le mec il a tissé de toile là-dessus, quoi. Oui, vas-y. Il a un respect de la continuité qui est assez impressionnant, d'autant que c'est lui qui en a créé une bonne partie. Enfin, je veux dire, la partie mandalorienne. Quand à l'époque le Clone Wars s'est intéressé à cette partie-là, ça contredisait totalement ce qui avait été fait dans l'ancien canon, mais en même temps, c'était une nouvelle pierre qui était construite avec ce qui nous a été amené à l'écran. Et aujourd'hui, au final, il ne récolte que ce qu'il a semé de manière positive, quoi. Disons qu'il est cohérent avec lui-même, parce que t'as des auteurs qui arrivent à se rendre incohérents avec eux-mêmes. Oui, mais bon, on a de la chance, Filoni arrive quand même à reprendre les histoires là où il les a laissées pour les continuer assez correctement. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai le sentiment que cette histoire de credo, finalement, ça reprend un peu l'esprit de l'ancien UE, où on avait comme ça une race qui était éteinte, et du coup des guerriers mandaloriens, c'était des gens qui adoptaient le style de vie des Mandaloriens. Et finalement, avec ce credo, je trouve que ça y ressemble. Et du coup, avec le Mandalorien, on a la fusion de ce canon et de cette légende dans le fait qu'il y ait les Mandaloriens de Mandalore et le credo à côté. Absolument. Moi, je sais que quand je lisais Karen Traviss, c'est ça qui m'interpellait justement, c'était que les Mandaloriens, tu les voyais dans les vieux Tales of the Jedi, si j'ai bon souvenir, les BD Dark Horse, et après tu les voyais des millénaires plus tard en fait au sein de la République en fait, et tu suivais toute la bande des Mandos, et effectivement ils étaient hyper credo, hyper culture. Ils avaient même, je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient leur propre langue, donc du coup les mecs ils allaient super loin, et ils avaient vraiment un credo, une philosophie et une façon de vivre, et ils adoptaient aussi les autres dans leur credo. Donc ça c'était, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'était quand même un credo qui était assez différent. Alors certes, ils étaient très extrémistes dans leur, comme tu le disais, dans leur race, entre guillemets, puisque tout le monde ne pouvait pas devenir mandalorien, mais on n'avait pas ces questionnements autour du casque et d'autres petites choses. Maintenant, c'est vrai qu'on était sur quelque chose d'extrémiste, voilà, des Mandaloriens pure souche qui respectent toutes les traditions, etc. Mais d'ailleurs, pure souche, c'était plus dans la tête que génétique. Oui, là on retrouvait, par contre, c'est une valeur commune entre les deux, c'est que n'importe qui pouvait devenir mandalorien à partir du moment où il était accepté par la société mandalorienne. Et encore une fois, mais on va y revenir, mais c'est en lien avec l'épisode finalement, où justement on voit qu'il y a plusieurs types aussi de Mandaloriens, et c'est ce que tu as très bien présenté sur Discord. T'as présenté une fiche où il y avait tous les différents types de Mandaloriens qu'on pouvait avoir en fonction des credos et des époques, et je trouve que ça va être super intéressant à travailler, parce que si tu fais des analogies sur la politique, sur la religion, sur plein de choses, finalement t'as dans un même camp ou dans un même groupe, t'as plusieurs subdivisions en fait, et c'est très intéressant de voir, tu vois, rien qu'un parti politique, il y a les frondeurs, il y a les machins, là c'est la même chose, quoi, tu vois, tu vas pouvoir avoir différentes versions, et c'est hyper intéressant de confronter les idées, de voir est-ce qu'on recherche le consensus, est-ce qu'on s'oppose sur nos fonds de nos idées, et ça c'est vachement intéressant, quoi. Si jamais ils arrivent à partir là-dessus, pour moi ça peut être vraiment top, quoi. Et de toute façon, on va y revenir notamment dans cette émission, justement. Donc, avant de commencer, un petit détour par notre politique spoilers. Donc, tout ce qui a été partagé par des canaux officiels, par la production, interviews, trailers, photos promotionnelles, sont donc considérés comme non-spoilers. Sont considérés également comme non-spoilers les chapitres précédents.
Et pour cet épisode, avant d'entamer une critique détaillée, nous vous donnerons un avis non spoiler, mais on va pas se cacher que sur cet épisode, il va être très très difficile de ne pas entrer dans le détail. Nos plus récentes émissions de Star Wars en direct donc concernent justement les précédents chapitres du Mandalorian avec les émissions 10 et 11, donc où vous retrouverez Céline, Thomas, Sylvain et Francis ces 2 dernières semaines. Et puis un épisode littérature consacré à la chute de Ben Solo, à l'ascension de Kylo Ren, où vous pourrez retrouver donc Francis et moi-même qui débriefons de l'album sorti chez Panini Comics. Et sur ce, on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, donc avant d'entamer notre résumé détaillé confié aux bons soins de Céline, nous avons envie de vous donner nos avis non spoilers. De ce fait, nous allons être vraiment débarrassés de toute cette partie et on pourra vraiment attaquer dans le gros, dans le dur et détailler vraiment cet épisode qui est assez dense. D'ailleurs, on ne va pas procéder de la même façon que les semaines précédentes avec un morcellement chronologique de l'épisode. Par contre, on va détailler par thématique parce qu'elles sont nombreuses pour cet épisode. Si jamais on voulait faire quelque chose de chronologique, je pense qu'on va vite se perdre et que pour le bonheur de toutes les oreilles, il sera beaucoup plus simple de traiter les thématiques. Donc, messieurs, dames, est-ce que vous pouvez nous donner vos avis donc non spoilers sur cet épisode ? Thomas ? Ouais, alors, du coup, je sais que c'est un truc qui se faisait, puis moi j'aime bien donner des notes. Je vais commencer par ça, d'habitude on finissait par la note. Je lui donnerais un bon 14 quand même. Je dirais que il est à la fois, c'est ce dont on avait peur, c'est à la fois un épisode filler, dans le sens où il fait pas vraiment avancer le scénario de la saison. Finalement, c'est juste... alors, comment en parler sans trop spoiler ? C'est juste, je répare mon vaisseau, mais on est toujours au point zéro, à part que mon vaisseau, il est beau. Il l'esquinte dans un épisode qui sert à rien, il le répare dans un épisode qui sert à rien, d'un point de vue du fil rouge, en fait, de la saison. Par contre, il est très jouissif, parce qu'on retrouve des personnages qu'on a vus avant, parce que il y a des cascades de dingue, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on voit pour la première fois, mais paradoxalement, à ce côté filler, on amène plein de pièces qui font énormément penser à la postlogie, à la trilogie, voire même à la prélogie, et on essaye de mixer tout ça comme si c'était un tout, quoi. Et je trouve que ça fait un bon liant pour les 3 trilogies. Et en ce sens-là, quelque part, je l'ai trouvé quand même plaisant. Et puis on a quand même des scènes d'action qui sont assez démentielles. Je pense aux cascades là avec les motojets, là qui m'ont énormément rappelé le retour du Jedi. Donc c'est vraiment très très cool. Et puis surtout, on retrouve des persos qui étaient en plan et voilà, c'est quand même intéressant. Par contre, c'est encore un épisode, à mon sens, avant tout filler. Voilà, je t'ai fait court, hein. Oui, c'est très bien. Céline ? Je pense que j'ai un avis très très similaire à Thomas. Moi aussi, en général, vous savez que je râle beaucoup quand ça n'avance pas. Et là, quand on a vu qu'on n'allait pas aller voir Ahsoka directement, j'étais un peu en train de trépigner, en train de me dire ils vont nous refaire comme dans la saison 1, des épisodes qui servent à rien. Et en fait, il est très bon parce que il fait avancer d'autres choses, d'autres thématiques, et vraiment, on peut être satisfait de cet épisode. Alors, moi, je vais avoir un avis totalement différent de vous, parce que déjà, je tiens à dire que j'avais envie de détester cet épisode quand j'ai appris le résumé, parce que, évidemment, après le teasing de la semaine dernière, j'avais, comme tout le monde, envie de retrouver Ahsoka, et j'ai été extrêmement frustré le jour d'avant d'apprendre que, évidemment, encore une fois, on n'allait pas y aller, qu'évidemment encore il y allait avoir une petite mission, qu'évidemment encore une fois ce serait un filler, et en fait je suis totalement à l'inverse de votre avis, puisque moi je trouve que ça donne au contraire un gros coup d'accélérateur à cette série.
avec les éléments qu'on va détailler plus tard. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu détailler en thématique et pas chronologiquement, parce que je trouve que c'est vraiment très dense et ça peut potentiellement aussi définir, on va dire, une grosse partie du futur de la saga. Ça, j'y reviendrai ultérieurement. Et voilà, donc finalement, un épisode que je m'attendais à détester, que j'ai adoré. Je l'ai regardé avec les enfants et on était tous à fond à chaque fois qu'il y avait un truc. Ils tournaient autour des tours d'un couloir ou ceci ou cela. Oh, regarde, oh là là, c'est trop génial, il y a ci, il y a ça. Et voilà, franchement, je suis absolument pas déçu de cet épisode. Il y a des reproches à faire, hein, il est loin d'être parfait. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment... peut-être l'épisode le plus intéressant des 4 qu'on a eu déjà en cette saison 2, entre guillemets, quoi. Tu mettrais quoi comme note ? J'allais dire justement, je lui mettrais un bon 17. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, ceci étant fait, on va attaquer tout de suite notre résumé et on enchaînera sur nos avis spoilers. Alors, on va détailler donc en 3 parties distinctes. Où la première partie, on va revenir plus sur ce qui est d'ordre technique, les effets spéciaux, la photo, etc. Dans une deuxième partie, on va se concentrer sur la partie impériale de la chose. Et ensuite, on s'intéressera donc au contexte de l'Empire de la Nouvelle République, la politique de la galaxie, et on terminera avec nos petites nos théories en revenant sur sur le labo qui est trouvé dans cet épisode et toutes les expériences, enfin toutes les petites pépites qu'on voit, qui sont pour moi peut-être le futur de l'histoire de la saga. Donc on va y revenir un peu plus en détail. On finira avec ça. De cette façon-là, on pourra peut-être prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc on va attaquer avec notre résumé. Céline, si tu veux bien commencer. Oui, alors on commence, donc le vaisseau est un petit peu en miettes, et il décide d'envoyer bébé Yoda dans une petite cavité du Razor Crest pour essayer de réparer. Ça marche pas, donc ils décident d'aller voir leurs amis sur Nevarro, et là on se dit, mais on va traîner. Et sans transition, on voit dans l'ancienne... Tanière de la Forgeronne. Tanière de la Forgeronne, voilà, exactement, dans l'ancienne forge. Des Aqualish qui font des choses pas très reluisantes et qui se font botter les fesses par le Marshal Cara Dune. Donc, générique. Donc le Razor Quest arrive sur Nevarro, Cara Dune et Karaga sont contents, ils disent qu'ils vont réparer le vaisseau, mais ils embaucheraient bien le Mandalorien pour botter les fesses des impériaux, histoire que Nevarro soit vraiment un havre de paix magnifique, génial. Donc ils mettent bébé Yoda en surveillance dans une école, et puis donc ils vont faire surcharger le réacteur de la base impériale, conduit par le Mythrol que le Mandalorien avait congelé dans le tout premier épisode. Bien sûr, la base impériale s'avère être en fait un laboratoire. On a une petite communication du Dr Pershing, mais je pense qu'on va y passer un bon bout de temps parce que c'est dense. Réalisant que ça veut dire que Gideon est en vie, Mando va chercher bébé Yoda, il se bat contre quelques TIE Fighters, et puis il s'envole. Là, on retrouve une petite scène sur Nevarro avec Cara Dune et Greef Karga, et puis une dernière scène côté impérial avec le grand Moff Gideon, et je pense qu'on va aussi y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Alors, je vous propose d'abord de donner un petit avis sur ce que vous avez pensé de la réalisation de l'épisode, puisqu'on l'a pas dit, mais c'est Carl Weathers qui justement interprète Greef Karga qui a réalisé cet épisode, donc a priori c'est la première fois qu'il est à la réalisation, donc pas évident pour quelqu'un en plus de s'essayer sur du Star Wars pour une première. Ce que vous avez trouvé des effets spéciaux, la durée de l'épisode qui est souvent un point négatif qui revient, la photo, voilà, tout ce que vous avez envie de dire à ces sujets, nous vous écoutons.
Moi, je l'avais trouvé très très bien quand je l'ai vu. Et après, là, pour préparer l'émission, j'ai un peu regardé en VF. Et je sais pas si c'est l'effet VF ou si c'est le fait de le revoir. Mais j'ai trouvé qu'il se traînait un petit peu. Alors, je me demande à long terme si je le trouverais pas un peu lent par rapport à d'autres épisodes. Alors, c'est l'un des reproches que j'ai pour cet épisode, c'est que je suis assez d'accord avec toi. C'est que ça manque un peu de dynamisme. Tu as voilà toute la partie déjà pour aller dans la base impériale, j'ai trouvé ça long pour pas grand chose en fait, ça fait un peu remplissage. Et puis on va dire que jusqu'à la course poursuite entre le blindé et les motojets, c'est un peu mou, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, mais comment dire, il se passe des choses, mais en même temps elles sont pas c'est pas extrêmement bien filmé. Alors, on peut imputer ça à Carl Weathers. Je sais pas si il est seul, parce qu'évidemment après il y a tous les monteurs qui, voilà. Est-ce que Favreau a donné, est-ce que le montage est aussi finalisé par Jon Favreau? Ça on ne sait pas. Mais moi je te rejoins un petit peu, Céline. Et c'est vrai que ils nous disent, on a 10 minutes pour sortir. On n'a pas l'impression qu'ils se pressent beaucoup, quoi. Bah, il y a ça, et puis il y a aussi on te dit au début de l'épisode, donc il y en a un pour un moment pour le Razor à réparer, donc t'auras largement le temps de nous aider, et puis au final, il se passe pas tant, on n'a pas l'impression qu'il se passe tant que ça entre le moment où ils partent à l'aventure et le moment où il quitte la base et où il revient avec le vaisseau, quoi. Donc il y a un manque, il y a un petit manque de cohérence entre tout ça, quoi. Pour moi, il y a un petit problème effectivement de chronologie, d'ajustement, quoi. C'est un peu comme si quand on faisait un montage, on n'avait pas glissé les pistes au bon moment, quoi. Ouais, c'est ça, comme s'il était un peu dans le désordre. Exactement, parce que les gars, quand tu vois l'état du vaisseau quand ils l'amènent, moi, rien que quand il faut faire une vidange à Noroto, si tu veux, les mecs me disent à dans 2 jours, quoi. Alors là, si tu veux, le mec, il arrive, son vaisseau, il tient plus debout, il repart avec un truc, mais flambant neuf. Et on a l'impression qu'il s'est passé 1h30, 2 heures, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va dire une demi-journée à tout casser, quoi. Allez, une demi-journée. T'as vu les types qu'il a pour réparer ça? Et en plus, il faut avoir pile les pièces, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, il manque le filtre à huile, c'est bon, quoi, et tu rajoutes une semaine, quoi. Mais là, non, les gars, ils ont tout, quoi. Et ils te le refont, mais nickel, quoi. Vraiment, le truc, il est parfait. Il repart direct, hein. Je sais pas si vous avez vu, il s'arrête même pas à dire, attendez, il a même pas le temps de faire un coucou, il part. Donc, c'est-à-dire que le truc, il est nickel. Donc là, il y a ce problème-là qui arrive. Un autre truc, moi, qui m'a tilté, pareil, il rentre en jetpack. Il a eu le temps de rentrer en jetpack et de revenir avec le vaisseau, d'aller voir les gars de la réparation. Ah, au fait, refilez-moi le vaisseau. Techniquement, dans le temps, c'est foiré. Et de la même manière, entre le moment où il se barre de l'épisode 6 et le moment où il crache le vaisseau où il revient, j'ai l'impression qu'il s'est passé 2 jours. Or, physiquement, les deux, ils ont changé. Greef Karga, il a carrément complètement blanchi. Il a blanchi. Voilà, on a l'impression qu'il s'est passé une bonne année, quoi. Exactement. Et même elle est devenue Marshall. Elle est pas devenue Marshall du jour au lendemain, quoi. Il y a eu des faits qui se sont passés. Or, on a l'impression que entre l'épisode, enfin, ils appellent ça les chapitres, entre le 8 et le 12, pour moi, il s'est passé 3-4 jours, quoi, tu vois, au maximum. Et je suis d'accord. Ils disent bien, la ville s'est transformée, c'est pareil. L'évolution des mentalités, le fait que des gens s'installent, ça se fait pas en un jour, hein, c'est sûr. Et tu te dis, soit vraiment le Mandalorien, il y a eu une grosse période où il s'est tapé un trip nounou avec le bébé Yoda, soit, enfin, je sais pas quoi, il y a ce problème de temporalité et ça, il est assez criant. Et par contre, autant maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y a une certaine lenteur. Le moment où ils vont dans la base, etc., il y a une certaine lenteur. Et peut-être à le revoir, ce serait peut-être un peu plus lourd. Souvent, moi, je sais pas vous, à chaque fois que je mate un nouveau, on mange en fait devant l'ancien et après on se pose devant le nouveau, quoi. Donc des fois, on voit mieux les défauts et les qualités au deuxième visionnage. Et un autre truc que je voulais dire, moi, par contre, j'ai trouvé que la manière dont c'était filmé, le moment où il y a eu la course-poursuite avec les motospeeders, là, par contre, j'ai trouvé ça hyper bien réalisé, hyper immersif, tu vois, enfin, j'ai trouvé que les plans subjectifs, moi, m'ont fait vivre le truc, en plus, moi, j'adore les motospeeders et les comment ils appellent, scooter bike, c'est ça? Biker scooter, ouais.
Biker Scout, j'adore ces personnages, j'adore les motos. Enfin, c'est tellement Return of the Jedi que, enfin ça, moi j'ai vibré. Et les voir descendre, tu sais, prendre les cascades et tout, se prendre des grosses gamelles, exploser quand il écrase le mec contre le mur et tout. Ça j'ai trouvé mais tellement bien filmé. Et j'ai trouvé que par contre l'aspect photo était très beau. De la base, des vaisseaux, j'ai trouvé que même la ville, j'ai trouvé ça très très beau. Par contre, je suis d'accord avec vous pour le rythme. Mais sur la photo en elle-même, j'ai trouvé ça magique. Mais sur la course-poursuite aussi, donc moi je suis d'accord avec toi, c'est que je la trouve vraiment bien faite, très dynamique, jusqu'à la partie vaisseau, avec les chasseurs taille. Mais dès que les chasseurs taille arrivent à la poursuite, je trouve que c'est lent. Les chasseurs taille, c'est quand même quelque chose qui est censé être hyper nerveux, hyper rapide. Et je sais pas la façon dont c'est filmé. Enfin, il manque un truc comme s'ils étaient en première et que du coup, je sais pas, ils avançaient pas. Par contre, je te rejoins Thomas sur le fait que visuellement, c'est très très soigné. Là, je pense qu'on peut voir le budget. Il y a vraiment quelque chose. J'ai pensé la même remarque, le budget. Voilà, c'est les ça. mecs, le budget qu'ils doivent avoir. Là, ils l'ont mis dedans pour cette course poursuite, qui est un des éléments clés de l'épisode. Hein. On va pas se mentir, c'est vraiment la grosse scène d'action. Et vraiment, mais c'était pas trop lourd. Des fois dans Star Wars, c'est un peu lourd. Non, là, c'est bien fait. Les motojets, ça dure pas 1 heure. Il y en a qui sont nuls, mais il y en a aussi qui sont pas mal parce qu'il y a quand même le mec qui monte dessus. Ouais, franchement, il monte était dessus, bon, donc un peu comme tu disais, Indiana Jones qui arrive à monter sur le tank aussi. Exactement, j'ai pensé à Indiana Jones dans cette course poursuite pour moi. Mais je pense que c'est volontaire parce qu'en plus on est dans une espèce de canyon, il se rapproche du mur. Exactement. Voilà, c'est un peu comme il y avait le char des Jawa dans la Sandcrawler, ouais. Voilà. Mais donc ça, et je voudrais rajouter un truc très, aussi très réussi quoi. Ouais, sur le visuel, j'ai trouvé que au-delà de ça, cette planète de Nevarro qui était juste, si tu veux, ça faisait vraiment décor, si tu veux, décor de studio. Et elle avait pas d'identité cette planète. Et ben là, le fait d'aller au dehors, de faire autre chose que juste parce qu'on l'avait vu dehors, mais c'était que des surfaces planes. Là, le fait de trouver le magma qui remonte et qu'on nous dise c'est une planète volcanique, donc du coup on va dans les volcans, on voit qu'il y a des bases à l'intérieur des roches. Et ben je trouve que ça y est maintenant, cette planète pour moi elle a enfin une identité. Qu'avant c'était juste une planète grise qu'on savait pas comment meubler, tu vois. Ben là pour moi elle a une vraie identité, au même titre qu'un Tatooine, qu'un Alderaan, qu'un Hoth, etc. Tu vois. On avait vu la lave quand même dans la fin de la saison. Avec, tu veux dire au moment où avec Moff Gideon dans le tunnel et c'était un fleuve de lave. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'avait pas fait le même effet. Mais quand on traverse toutes les plaines de lave séchée, c'est très très pauvre dans la première saison toute cette partie-là et on y passe quand même un certain temps. Donc moi je comprends un peu ton ressenti Thomas en disant effectivement cette planète on la découvre un peu plus, et en même temps, c'est une planète qui est vraiment différente de Mustafar, par exemple. Exactement. Parce que visuellement, c'est pas du tout la même chose, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, mes gamins m'ont dit, mais du coup, si c'est une planète, je leur explique, machin, la planète volcanique, etc., ils me disent, ouais, mais du coup, alors c'est là que Obi-Wan et puis Anakin, ils se sont battus dans le 3. Et du coup, là, on a fait la nuance, justement, c'est très vrai ce que tu dis. Et donc, du coup, je dis, bah non, ça, c'est une planète de lave, là, c'est une planète volcanique, c'est-à-dire, c'est pas full lave, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, de la durée de l'épisode ? C'est souvent on va dire si on pouvait avoir que des épisodes du Nord, moi je serais content. Mais après c'est pareil, si ça sacrifie le dynamisme du truc, non, vaut mieux un épisode court. Je suis assez d'accord. Mais là on est sur un épisode qui était minuté sur 40 minutes. Je trouve que c'est très correct. On a eu plus d'épisodes autour des 30 minutes que des 40-45 minutes. Et puis on a eu cette discussion sur Discord cette semaine, à savoir que quand on arrive à accepter l'idée de ne pas nommer le Mandalorian comme une série, et c'est pour ça que donc ce ne sont pas des épisodes mais que ce sont des chapitres, on peut se dire que c'est en fait un livre animé, et du coup je trouve que ça prend tout son sens sur la globalité, en disant il y a des chapitres plus courts, des chapitres plus longs, des chapitres plus de transition. Dans les chapitres de Star Wars, des fois on passe des chapitres entiers dans un vaisseau entre deux planètes où il se passe rien, juste du développement de personnages ou de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'effectivement ça peut correspondre au Mandalorian. Et après je comprends
que les personnes qui reprochent à la temporalité à la série peut-être vont me dire attends, tu cherches un peu à trouver des explications là où on ne nous en a pas donné, et je serais d'accord. Mais en tout cas, moi, avec cette explication-là, j'accepte beaucoup plus facilement les minutages différents. Parce que, est-ce que c'est dans ces moments-là qu'on parle des références visuelles aussi ? Oh oui, si tu veux. Parce que, bon, alors du coup, il y en a énormément des références visuelles. J'en donne quelques-unes en vrac, puis je vous laisse rebondir sur les autres. Effectivement, Céline l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a au niveau des races, on s'est encore une fois régalé. Alors effectivement, il y a les fameux Aqualish, de la race de Ponda Baba, c'est le fameux qui se fait couper le bras dans le bar. Et là, c'est intéressant, c'est qu'il nous en met plusieurs. C'est-à-dire que on sent que les gars peuvent fonctionner par communauté, quoi, au sein de leur race, je veux dire. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Comme les Quarren et les Calamariens qui s'étaient retrouvés par groupe. Donc ça, c'était aussi intéressant. C'est pas juste comme chez Jabba où les gars, ils ont fait un peu différents costumes. Voilà, ça amène, je trouve, un peu plus de vie. Je sais pas si vous avez vu l'école où justement va bébé Yoda, c'est là où ils s'étaient tous fait latter par Moff Gideon aussi. Oui, c'est l'ancienne cantina. Et avant d'arriver dans cette cantina, il y a une statue de IG-11. Oui, sur la place du village. Exactement. Oui, c'est vraiment le sauveur de la ville, et ils ont érigé une statue en son honneur. C'est le sauveur, quoi. C'est un droïde, donc c'est, par rapport au Mandalorien, c'est très ironique. Ouais, et c'est assez intéressant aussi, ça. Du coup, comme l'a dit effectivement Céline, on retrouve notre copain qui fait caca par le ventre, là. Le Mitrol. Donc, sa race, c'est le Misrol. Ouais, c'est ça. Ouais, Mitrol. Et donc ça, c'est aussi également intéressant. Et celui qui fait l'école, donc c'est un droïde de protocole à la C3PO, avec une voix féminine, comme on avait eu dans la prélogie. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, comme TC-14 dans l'épisode 1. Du coup, forcément, moi, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas ce personnage abîmé par les années ? Après, il est très probable que ce droïde de protocole ait explosé avec le vaisseau de la Fédération du Commerce. Effectivement. Et je sais pas si vous remarquez aussi, le droïde en l'occurrence fait un cours de géographie galactique, bien entendu. Ouais. Et donc du coup, il cite toutes les planètes qui sont hyper importantes. Il nous parle de Coruscant, et il nous parle également de Chandrila. De Chandrila, ouais. Chandrila, donc, qui est la capitale de la Nouvelle République et planète d'origine de Mon Mothma. Mais on y reviendra dans notre avant-dernier. Ok, point. tu veux le garder pour la fin, tout ça. Ouais, ok. Voilà, donc moi c'était les éléments que je voulais rajouter. Et puis après, on retrouve aussi en visuel, vous savez, le fameux. J'en ai vu quelques-uns des aliens de la postlogie. Notamment celui qu'on voit au début de l'épisode 9. Et je pense qu'il doit avoir le costume. Il l'avait déjà calé dans l'épisode 1. Quand il y a le combat entre les deux Gamoréens. Je sais pas si vous voyez. Il a des espèces de cornes qui reviennent sur les côtés. Ah, avec un seul œil ? Je sais plus le nom de la race, du coup, par contre, j'ai zappé. Là, tu me colles. Non, par contre, il est vraiment en arrière-plan. Hein. Le technicien qui s'approche du Razor, c'est un Mimban. C'est un habitant de la planète Mimban qu'on voyait dans Solo, et qui a été coupé au montage, mais qu'on retrouve dans les guides visuels. Et alors, un truc marrant aussi, dans les visuels, non. On voit aussi la police de Jakku, qui devait apparaître dans l'épisode 7, mais qui apparaît pas. Oui, avec le grand chapeau, mais ça, on les avait déjà vus, je crois, ailleurs. Et on les voit aussi dans la scène de combat, avec les Gamoréens dans l'épisode 1 de la saison 2. Ah, c'était ça. Et ça, justement, c'est intéressant, parce que, tu vois, alors, si tu fais pas gaffe, tu sais, t'as l'impression qu'il y a une multitude d'aliens, machin, mais en réalité, tu vois que les gars, ils réexploitent les costumes, quoi. Ils se disent, allez, vas-y, Dédé, tu te remets derrière, tu nous fais l'alien en fond. Je crois qu'ils ont raison, parce que ils ont tout un tas de masques à disposition, avec, ou des props et tout. Franchement, c'est l'occasion de les ressortir, quoi. Bah oui. Puis ça fait une diversité, et puis ça donne corps à l'univers, dire que ces races-là, finalement, on les retrouve sur plusieurs planètes à la fois. Et tant qu'à parler de race aussi, on voit aussi, je sais plus si c'est dans celui-là, où on voit, vous savez, c'est peut-être dans le précédent, on voit aussi, vous savez, le gros alien en blanc qui est dans Rogue One, c'est le bourrin là. Oui, avec tous les poils là, un peu style Chewie, mais un mix entre un Wampa et un Wookiee, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était l'épisode.
Peut-être 2. Ouais, je crois. Peut-être dans le bar, dans le bar où le Mandalorien vient chercher les infos pour le... Ah ben non, c'est peut-être les premiers épisodes alors. Mais bon, bref, on laissera les auditeurs chercher où est-ce qu'ils ont retrouvé cet alien. Donc effectivement, on retrouve beaucoup de réutilisation en fait des films, hein, puisqu'on l'avait souligné aussi sur Tatooine. Donc ça, c'est intéressant. Et d'un point de vue visuel, il y a Batmarv aussi qui nous a posté sur le Discord que dans l'école, il y a une petite fille qui a la même coiffure que Rey. Oui. Et c'est vrai que d'abord, c'est très très mignon. Et ensuite, on peut se poser la question, on peut établir des petites théories. Est-ce que ce serait pas la mère de Rey ou peut-être que c'est juste une coiffure à la mode. C'était le fameux fil rouge depuis 2015, qui est la mère de Rey. Et, moi je pense pas qu'il l'ait placé comme ça, hein, je pense, mais par contre c'est une référence, c'est sûr. Oui, c'est une référence. Un autre truc, je sais pas si vous avez capté toujours dans les visuels, les fameux macarons qui mangent le bébé Yoda. Ah bah j'allais en parler. La couleur. Oui, j'allais en parler. Ça fait penser à quoi? Eh ben moi c'est au lait bleu de Tandoori. Ça fait penser au lait bleu. Et j'ai pas tilté tout de suite en fait. C'est pour montrer à quel point en fait ce qu'ils utilisent fait tellement Star Wars que on capte même pas, des fois pas forcément la référence, mais on se satisfait de se dire ah ouais, ça fonctionne super bien dans cet univers. Et c'est en écoutant l'émission de nos collègues de Outrider que je salue, qui justement mentionnait que cette couleur bleue du macaron, sans mentionner un rapport avec le lait bleu forcément, mais et c'est vrai que c'est là que je me suis dit ah ouais, c'est vraiment cette couleur du lait bleu quoi. Donc ça c'est très Star Wars. Très drôle, très Star Wars. Et du coup, tu sens qu'en fait, les mecs quand même, enfin dans chaque épisode, on va pas tous les reprendre, mais dans chaque épisode, c'est blindé d'easter eggs. Enfin, et du coup, c'est même plus du easter eggs, c'est que les mecs, t'es dans un univers, tous les codes ils sont là, et enfin, je veux dire, ça me fait des frissons quoi à chaque fois, quoi, vraiment. Hein. On sent quand même l'amour de Star Wars, et quelque part ces références-là, elles sont beaucoup plus fines que celles qu'on peut trouver dans certains films, hein, qui des fois on nous les écrase à la gueule. Bah là, au moins c'est très très fin. Faut vraiment y revenir, y réfléchir. Et donc du coup, t'as différents niveaux de lecture, toi. T'as pour le gars moyen qui dit il a juste ressenti le truc, tu vois, il a pas mis la rêve dessus, il a pas mis le doigt dessus, il a pas nommé, mais il a ressenti, tu vois ce que je veux dire. Et il a senti que le truc était immersif. Et même quand on regarde la ville, bon, elle a évolué, la ville d'ailleurs, elle a l'air plus sympa à vivre. Qu'avant, tu vois, on se serait cru un peu dans l'Est, hein, tu vois, chez nous, quoi, tu vois, avec du brouillard, tout ça, et ça donne pas trop envie d'y aller. Et là, il y a un côté plus sud, déjà, tu vois, je trouve, il y a les étals, c'est coloré, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est plus funky, quoi, déjà. Alors, encore, il y a le problème de la temporalité, comment la ville s'est transformée en si peu de temps. Néanmoins, bah voilà, je trouve que la ville est devenue sympa et ça lui fait une évolution. Donc ça, c'est cool. Eh ben, écoutez, on va enchaîner avec donc on va dire la deuxième partie, un peu chronologiquement de cet épisode, c'est tout ce qui se passe avec l'Empire. Donc, il reste une base impériale, donc une garnison qui est installée sur la planète. Donc, Greef Karga et Cara Dune souhaitent s'en débarrasser pour vraiment faire de Nevarro une planète, un havre de paix. Mais donc ils ne pourront pas y arriver tous les deux tout seuls, donc ils demandent l'aide du Mandalorien, parce qu'évidemment on sait bien qu'à 3, c'est beaucoup plus facile qu'à 2. Donc c'est la partie en fait base et course-poursuite qu'on va évoquer, et moi je vais me permettre de commencer en disant que pour moi il y a à la fois je suis très content d'avoir vu une installation impériale. Donc c'est une installation impériale qui ressemble beaucoup à la base de Idou qu'on voyait dans Rogue One, à flanc de colline, avec une grande baie d'appontage, et puis on a sur le flanc de la falaise des grosses écoutilles rondes avec une petite fente façon meurtrière, et c'était exactement le design de la base de Idou, et j'ai vraiment l'impression, alors ça donne une impression comme quoi l'Empire réutilise un peu des installations, on va dire, en mode d'usine, quoi. On en fait... c'est standardisé. Voilà, standardisé, merci Céline. Et je trouve que c'est super intelligent, parce que quoi de mieux aussi des fois pour économiser quelques crédits que de réutiliser des modèles qui existent déjà sur des installations similaires.
Par contre, donc ça c'est pour le côté positif, donc vraiment content de retrouver de l'impérial aussi, parce que moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, avec toutes ces lumières, etc. Enfin tout ce design qui est vraiment sympa. Par contre, c'est là aussi où j'ai un gros point noir à évoquer, c'est que c'est une des premières fois dans la série où j'ai trouvé que la série faisait vraiment basse qualité dans cette infiltration. Donc ils vont infiltrer la base et puis ils doivent couper le contrôleur de régulation de la température du cœur pour laisser la lave remonter et détruire elle-même la base, ce qui est assez intelligent au final, plutôt que d'essayer de truffer d'explosifs, etc. Mais dans cette base, donc, ils vont parcourir les différents couloirs, de couloirs en sas, etc. Donc, le design impérial est là, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait très très série télé, qui fait très carton-pâte. Alors, après y en avoir beaucoup réfléchi, j'ai mis ça sur le compte de l'éclairage. J'ai l'impression que cette base, elle est extrêmement bien éclairée, et que ça casse peut-être un peu le côté qu'on a dans certains films où c'est un peu sombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière mais en même temps c'est sombre parce que c'est du gris, du noir, donc ça ramène vraiment du ténèbre. Et là on n'a pas ça, et du coup je trouve que le côté brillant des murs, etc., ça ressort beaucoup, et il y a quelque chose qui va pas dans cette approche. Et cette approche, moi, elle m'a été renforcée avec le vide dans cette base. C'est-à-dire que, sur l'entrée de la base et l'appontage, il n'y a pas de souci. Il y a des caisses, il y a des trucs qui traînent, il y a des vaisseaux, il y a des chasseurs-tailles qui sont stationnés plus loin. Par contre, dès qu'on arrive dans une salle, donc on a vu 2 salles principalement, c'est la salle, on va dire la salle de contrôle, le pont, si c'était un vaisseau, où il y a 2 consoles et puis un technicien. La deuxième salle qu'on voit, donc c'est le labo. Donc on reviendra sur le contenu de ce labo, mais pareil, il y a 2 techniciens, un mur un peu spécial et puis une chaise. Hein, c'est à peu près tout. Et puis la troisième salle que l'on voit, c'est la salle de contrôle du réacteur, donc qui est petite. Hein, après, la salle de contrôle du réacteur, ça me dérange pas. Enfin, pas du réacteur. La salle de contrôle du refroidissement de la lave. Après, les petites, c'est pas gênant parce qu'au final, c'est comme un peu un puits, et puis on a juste installé le contrôleur, donc c'est pas si grave. C'est pas celle qui m'a le plus choqué. Par contre, c'est le reste. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous avez eu cette sensation en regardant l'épisode? Je l'avais eu un petit peu dans le croiseur Gozanti la semaine dernière, mais c'était tellement diffus et que finalement, j'ai pas été tant gêné que ça parce que ça passe vite. Mais là, on y reste quand même un certain temps dans cette base. On prend le temps d'y rentrer, et après, on prend le temps d'en sortir. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou... Céline? Ça t'a choqué? Moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Non. Je trouve que la salle du refroidissement, comme d'habitude, on a des gros vides, on se demande pourquoi. C'est pas super pratique pour accéder à la console, mais non, c'est très Star Warsien aussi, parce que déjà ils auraient Obi-Wan... pu mettre les contrôles du côté de la plateforme, ça aurait été plus simple. Mais bon, on va dire que le mec il s'est trompé quand il a posé, puis après c'était trop tard. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, finalement, quand il coupe le rayon tracteur de l'étoile de la mort dans l'épisode 4, c'est déjà comme ça. Oui, donc, c'est vrai. Voilà, on va dire que les impériaux aiment bien mettre du vide partout, on sait pas pourquoi. Ça sera fatal à Palpatine, mais c'est pas grave. C'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que quand on passe vers la cuve, on a vraiment l'impression que les techniciens, en fait, ils ont leur console et leur cuve au milieu d'un couloir. Exactement. Et ça, c'est vraiment bizarre. Ouais. Bizarre, très très bizarre. On veut dire quand on imagine un labo, on imagine souvent des pièces circulaires ou rectangulaires, mais des fois sur plusieurs niveaux. Dans cette pièce, il y a des cuves. On peut imaginer que ces cuves, il y a des tuyaux qui en sortent ou qui en viennent. On peut imaginer qu'il y a des contrôleurs pour contrôler ce qui se passe dans les tuyaux. Là, par exemple, j'ai vu Battlefront, on a fait le niveau donc d'évacuation du croiseur rebelle avec Iden Versio. Vous arrivez des fois dans des parties de vaisseaux qui sont plus remplis que la base impériale, quoi. Pourtant, c'est qu'un vaisseau, donc c'est le vaisseau qui devrait être vide, en fait, pas la base impériale.
Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, dans la base, ça fait vide quand même. Alors c'est pareil. La question qu'on peut se poser, c'est moi, j'ai trouvé que la base était pas assez fournie. Alors tu te dis peut-être que c'est parce qu'ils ont pas les moyens. Néanmoins, on a vu que quand ils voulaient avoir assez de Stormtroopers, ils appelaient la 501 et puis ils remplissaient les rangs. Hein. Dans l'épisode 8, c'est des gars de la 501 qui sont venus filmer. Ouais. Donc en fait, est-ce que la logique est pas plutôt de dire, bah oui, effectivement, comme les gars, finalement là, c'est juste pour faire de la recherche, bah ils ont pas trop fourni la base, d'autant plus que le nombre de troupes qui doit rester, parce que rappelons que l'Empire est déchu depuis plusieurs années, ça doit pas être ouf. Donc ils se sont dit, de toute façon, là on risque pas grand-chose, donc on va pas remplir à fond quoi. Et en ce sens-là, voilà, c'est plus logique. Néanmoins, ils auraient pu virer des scènes, en fait, peut-être effectivement des scènes où il y a pas grand monde, quoi. Et c'est là où il y a un peu de longueur, effectivement, peut-être à ce moment-là. Bah, c'est ce que je disais, tu vois. On arrive. Il y a ça aussi que j'ai trouvé très très ridicule, c'est donc ils arrivent en speeder à l'entrée de la base, donc au pied de la falaise, et là il y a un ascenseur. Bon, alors si je comprends l'intérêt d'avoir un ascenseur quand t'as une base un peu plus haut. Bah, je veux dire, c'est l'Empire, ils ont des vaisseaux, ils ont des chasseurs TIE, ils ont... je veux dire, il y a le blindé qui est sur la plateforme, faut bien qu'il rentre à un moment dans le vaisseau, enfin, faut bien qu'il rentre dans la base, donc il va pas prendre l'ascenseur. Donc déjà, cet ascenseur, il avait un côté ridicule. Par exemple, sur Idoo, il y avait pas d'ascenseur en bas. Il y avait une échelle de service, ce qui me semble un peu plus carré. Mais pourquoi y aurait-il un ascenseur en bas ? Donc en fait, on est en train de se rendre compte que les architectes impériaux sont de maigre qualité, quoi. Ah ouais, carrément. À plusieurs niveaux. Mais c'est vrai que le fait de mettre la commande au-dessus de la lave, c'est super con, quoi. Et j'ai une théorie à vous proposer qui vient de me sortir. Je pense que Jyn Erso n'y est pas pour rien. Il a dû pervertir tous les ingénieurs, en fait, à l'époque dans Rogue One. Et les mecs, d'ailleurs, vous repérez qu'en référence visuelle, les scientifiques qui sont avec Moff Gideon, ils ont tous les mêmes combinaisons costumes que les scientifiques qui opéraient avec Jyn Erso. Sur Idoo. Non, pas Jyn, avec Galen. Oui, Galen Erso, pardon, excuse-moi. Et d'ailleurs, les scientifiques, eux, portent le même costume que, évidemment, le Dr Pershing, donc des 2 premiers épisodes de la saison 1, mais aussi que Galen. Donc ça, je trouve que, encore une fois, cohérence visuelle, donc voilà, respect. Et si tu veux, c'est vrai qu'effectivement, dans cette base, c'est pas fou. Rappelons quand même, je veux dire, voilà, c'est pas au niveau d'un film. Néanmoins, faut quand même qu'on arrive à se rappeler que c'est une série télé, quoi. Et on arrive à l'oublier. Forcément, on a vu un dragon craie. Je veux dire, dans l'épisode 1, on voit un dragon craie, donc on est perdu, quoi. On sait plus où on est, quoi. C'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que sur quelque chose, on va dire, d'aussi simple, entre guillemets, qu'une base impériale, mais finalement ça sera pas de la faute du réalisateur, puisque j'avais eu déjà cette impression un petit peu dans l'épisode précédent, mais là où je le pardonnais volontiers pour un vaisseau, c'est sûr que pour une installation impériale, j'ai un peu plus de mal, d'autant que si on se rappelle des installations impériales dans Rebels, bon, évidemment c'est un média animé, mais elles sont quand même très très fournies, plus fournies que celle-ci, et elles font un peu moins cheapos, quoi. Bon, après on peut se dire qu'ils sont en train de vider la base parce qu'ils savent justement que Nevarro est en train d'être perdu et que il restait peut-être qu'une seule cuve parce que ils pouvaient pas transporter la personne qui est dans la cuve et que du coup ils sont en mode minimal. D'ailleurs, Pershing n'est plus là. Oui, mais ça explique pas pourquoi tu as une base... par exemple, ce labo sur lequel on revient, ça explique pas pourquoi il est aussi pauvre, pourquoi t'as l'impression que c'est dans un couloir. On pourrait très bien imaginer, dans ce cas-là, si c'était en version minimale, que effectivement, je sais pas, les cuves soient en train d'être transportées, donc sur des transports ou des trucs comme ça. Alors, moi j'aurais peut-être un élément, Loïc. Tu sais, par exemple, nous, à Dijon, tu sais, ils fabriquent une bombe nucléaire, quoi. On a un labo vers chez nous, donc qui est périmètre défense et tout. T'avises pas de tourner autour, les mecs ils y vont en bus, etc. Et en fait, pour sa fabrication, si tu veux, les mecs ils décomposent la production pour justement pas se faire espionner. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on pourrait imaginer qu'ici ils ont juste la phase terminale qui serait par exemple ou une phase intermédiaire d'incubation, mais que tout le reste en fait serait peut-être ailleurs. Tu vois, eux ils auraient peut-être qu'une partie du processus productif. Alors c'est pas incohérent. Moi je trouve que visuellement un labo comme ça c'est pas parlant. Après il y a le labo, mais il y a... Mais c'est peut-être pas un labo justement.
Bah, Toi, c'est. ouais. Allez, je te fais une analogie oui. avec le fromage. C'est une cave d'affinage, Oui, tu c'est vois. vrai, mais oui. pour les clones de Palpatine. Peut-être. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'on se prend beaucoup la tête sur le détail, voilà, du labo en lui-même, mais après, je veux dire, ça reste hyper qualitatif. Les consoles, les panneaux, enfin, c'est vraiment le look impérial. Personne se demande si ça fait tâche. Hein. Enfin, visuellement, c'est quand même très très réussi. Une autre chose qui est moins réussie, par contre, c'est que les Stormtroopers présents dans cette base sont quand même extrêmement mauvais. Je dirais que au tir, ils sont encore plus nuls que les Stormtroopers qu'on a l'habitude de voir. Alors j'ai une petite théorie, parce que ça revient quand même souvent ces derniers temps, du fait d'avoir des Stormtroopers qui sont vraiment, vraiment, vraiment nuls, alors que c'est censé être les troupes de choc de l'Empire. Alors cette théorie n'est pas valable pour les films, elle est valable uniquement pour ce qui se passe depuis le retour du Jedi, et on va dire principalement dans cette série du Mandalorian. C'est-à-dire que quand une guerre commence à se terminer, hein, quand un empire commence à être déchu, ben évidemment il perd du terrain, hein, comme on peut faire une analogie avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et ben, quand on perd du terrain et qu'on a perdu une partie de son armée, voire une grosse partie de son armée, ben, on est quand même en gros manque d'effectifs pour essayer de reconquérir le terrain qu'on a perdu, ou pour défendre des installations dont on a réquisitionné les forces. Et donc on prendrait le tout venant, c'est ça ? Ben voilà, en fait, moi ma théorie c'est que depuis effectivement la chute de l'Empire, les Stormtroopers sont remplacés vraiment par des personnels très très jeunes, qui sont très très peu formés, et ça expliquerait qu'ils soient encore plus nuls que ceux d'avant. Et je renforcerai en fait mon impression en disant que les officiers qu'on a depuis le début de la saison, alors on va dire de la saison parce qu'on en voit un petit peu plus qu'en saison 1, sont aussi très très jeunes. Donc il y avait les deux pilotes dans le croiseur Gozanti qui étaient très très jeunes, même s'ils étaient supervisés par deux officiers un peu plus vieux. Là on a aussi les scientifiques sont jeunes, l'officier de pont il est jeune aussi, et puis à la fin, dans le croiseur, on y reviendra tout à l'heure, on a aussi une officier impériale, une lieutenant qui est extrêmement jeune. Donc je trouve que si continue à partir sur ce visuel pour les personnels impériaux, au moins on pourra y trouver une cohérence. Même si peut-être que ça sera jamais adressé dans la série, au moins il pourrait y avoir cette cohérence. Du coup, moi ça me fait totalement disparaître la problématique du fait que les impériaux sont nuls, parce que on peut y trouver vraiment une explication. Et ça peut être même on peut le contredire avec les bikers et les pilotes taille, qui eux ont l'air d'être un peu plus vétérans, parce que on voit plus aguerris, on voit notamment les bikers qu'ils ont été au feu, parce que là ils ont les armures, elles sont abîmées, elles sont sales, donc ah non, ils sont super badass les bikers. Donc voilà, ils sont quand même assez ils relèvent le niveau, et les pilotes de chasseurs, ils arrivent quand même à on va dire oui, ils sont nuls, mais ils sont nuls comme dans les autres Star Wars. Donc pour moi cette théorie, elle peut se contenir grâce à ça. Ouais, je pense que les gars ils ont pas été jusque là, mais on verra. On est d'accord que souvent les fans de Star Wars partent bien plus loin que les équipes. Mais après, c'est vrai qu'au départ, quand le Mandalorian il voulait pas enlever son casque, tout le monde a dit putain, les mecs ils y ont même pas pensé, regarde dans The Clone Wars s'ils l'enlevaient. Puis on a tous dit allez, on va pas se prendre la tête. Si, ils y avaient pensé en fait. Donc des fois, ils peuvent nous surprendre agréablement aussi. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi que c'est vrai que quand on voit l'officier de pont, on se dit elle est quand même hyper jeune pour être là où elle est. Et je suis assez d'accord avec toi que globalement, il y a une impression de jeunesse chez les impériaux. Et moi, je pense que t'as raison, ça lie vraiment l'univers, de dire que en fait, c'est cohérent avec la géopolitique décrite par la série, où l'Empire est décadent, il a perdu son empereur, il n'y a plus que quelques seigneurs de guerre par-ci par-là, et ils font avec ce qu'ils ont, quoi, en fait, finalement. C'est ça. Et puis avec ceux qui veulent bien... après, je pense qu'il y a des réquisitions aussi, mais... il y a... peut-être qu'ils en parleront vraiment jamais, mais s'ils continuent dans cette voie-là... j'espère, et ça paraîtra vraiment cohérent, d'autant qu'on se rappelle quand même que beaucoup d'officiers supérieurs sont soit
décédés pendant la bataille de Jakku, ou ont été faits prisonniers par la rébellion avant la fin de la guerre, ou partis dans les régions inconnues pour déjà entamer la reconstruction du nouvel ordre. Enfin, la construction du nouvel ordre. Du premier ordre, pardon. Donc voilà. Et bien justement, Céline, tu parlais de contexte géopolitique. On va y venir aussi, puisque dans cet épisode, on a quand même, pour la première fois, on va dire dans le nouveau canon, en tout cas sur une version live ou animée, une conceptualisation de ce qui se passe dans la galaxie au niveau de la politique. Donc on l'a parlé tout à l'heure, donc il y avait des mentions de Coruscant et de Chandrila, que moi j'étais très content de les avoir, parce que pour les gens qui ne connaissent pas ou qui regardent la série comme ça, finalement, ben ça ne change rien. Et puis pour ceux qui connaissent, il y a le Maelstrom à Cades aussi. Pardon ? Il y a le Maelstrom à Cades. C'est quoi ? Est-ce que tu peux... Ça me dit en fait, c'est un truc qui est autour de Kessel. Ah oui, le Maelstrom comme ça qu'on voit dans Solo. Ouais, c'est exactement, ouais. Et qui est repris dans Solo, ouais. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, ça fait partie du cours de Géo. Quant au côté politique de la galaxie, donc... Alderaan. Alors il y a Alderaan, il y a une mention Alderaan. Alors je sais pas pour vous, il y a plus qu'une mention. Le mec il part carrément, tu sais, à la fin, quand ils vont essayer de recruter, qui lui file la médaille et qui lui dit ouais, vous êtes alderaanienne quand même, vous savez ce que c'est, ça vous parle. Tu sais, il essaye de la toucher, si tu veux, sur son âme de, tu vois, d'alderaanienne, quoi. Franchement, j'ai eu du mal à contenir mon émotion à ce moment-là. Vraiment. Tu le dis sérieusement ou ironiquement ? Ah ouais. Non, vraiment. Ça m'a touché à ce moment-là. Alors certes, peut-être que Gina Carano n'est pas la meilleure actrice du monde. Ouais, je suis d'accord. Voilà. On peut aussi laisser de côté tout ce qu'elle est en dehors de son rôle de Star Wars. Mais par contre, moi, sur moi en tout cas, ça a fonctionné à fond. Et j'étais là à me dire, ouais, ça reste une blessure béante dans la galaxie. Et pour nous, fans de Star Wars aussi. Et quand tu lui poses la question, est-ce que vous avez perdu quelqu'un ? Mais tout de suite, moi j'ai répondu tac everyone. Je savais qu'elle allait dire ça. Quoi. Bien sûr. Et ça se voyait dans ses yeux et c'était vraiment une belle scène. C'est ça. Et d'autant plus qu'Alderaan, quand on la reprend, c'est quand même la planète la plus cool de Star Wars, quoi. Visuellement, elle est superbe, culturellement, elle est au top. Ils ont des idées super sympas, tu vois. Donc c'est clairement the place to be, quoi, dans Star Wars, quoi, Alderaan. Ah bah c'est les Pacifiques qui se font massacrer, donc c'est forcément les deux opposés entre l'Empire qui massacre des innocents et les innocents purs qui sont totalement pacifistes. Mais alors, en même temps, tu dis, elle joue mal, mais oui et non, parce que en même temps, elle joue une grosse bourrine. Donc, si tu veux, le côté, tu vois, le côté gros bourrin, normalement, le gros bourrin, il va pas avoir la larme à l'œil, quoi. Donc, il fait genre, ouais, je peux toucher, mais intérieurement, peut-être qu'il ressent quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, j'ai trouvé qu'elle le jouait pas si mal que ça, finalement. Dans le sens où son personnage, tu vois, c'est un peu, je vais faire un cliché, quoi. Tu vois, c'est un peu le routier de l'espace, quoi. Oui, tu vois. Ça. Donc, normalement, c'est celui qui, de prime abord, t'as l'impression qu'il ressent rien. Mais en fait, voilà, intérieurement, ça doit travailler aussi, quand même, tu vois. Alors, on est parti sur Alderaan, mais ce pilote de X-Wing, là, Carson Teva, c'est celui qu'on avait vu déjà au chapitre 10. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il commence par aller voir Greef Karga, et puis, Greef Karga refuse de lui parler du Razor Crest, et en fait, il lui dit que il n'y a pas la même technologie que dans Coruscant, donc on sent que en fait il y a aussi ce contexte d'inégalité entre les mondes du noyau, les mondes extérieurs. C'est dit aussi au tout début de l'épisode, puisque Greef Karga explique au Mando que la bordure extérieure, elle est tout aussi abandonnée maintenant pendant la Nouvelle République que pendant la période impériale, mais on avait aussi ce genre de réflexion sur Tatooine. Quand il revenait, les habitants lui disaient la même chose. Hein. Ils disaient, les impériaux sont partis, finalement pour nous ça change rien. Il y a une autre organisation qui a pris la place, et pour nous c'est toujours les criminels qui mènent la danse.
Et d'ailleurs, moi j'avais trouvé ça intéressant, je l'ai pas mentionné quand on a parlé du premier chapitre, enfin du premier épisode avec le Marshall, c'est que dans Riposte, dans le livre, le Marshall, pour lui, ce qui a permis qu'il prenne sa place, c'est surtout la mort de Jabba le Hutt. Alors que là, dans l'épisode, ils ont pris le parti pris de dire que c'était surtout l'effondrement de l'Empire. Ouais. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir que ils ont pris deux partis pris différents. L'un à dire que finalement, oui, les impériaux étaient là parce qu'ils ont un peu cherché Luke, enfin, ils ont un peu cherché les droïdes, mais que finalement, Tatooine, ça reste avant tout une planète de la bordure extérieure qui était à l'abandon et qui était aux mains des syndicats du crime. Et là, dans la série, ils ont quand même remis un peu les impériaux. Je pense que ils ont voulu redonner une importance à cet empire qui s'effondre pour finalement dire que quelque part l'empire tenait quand même un peu mieux la bordure que ne le faisait l'ancienne République, puisqu'on rappelle que Tatooine, quand même, dans l'ancienne République, quand on y va, Anakin Skywalker, on nous dit que il aurait été détecté au sein de la République, que c'est pas la République, que c'est les mains des Hutt et tout. Donc c'est vraiment une planète or, voilà, exactement. Et que les crédits républicains, ils sont à peine acceptés. Enfin, c'est vraiment une planète en dehors de la République. Non, c'est les crédits impériaux qui sont plus acceptés. Non, dans l'épisode 1, dans la prélogie, pardon, ok. Non, en fait, Céline, on pourrait aussi l'expliquer comme ça, c'est-à-dire que c'était une planète qui était aux mains des Hutt. À la mort de Jabba, on peut très bien dire que l'Empire en a profité aussi, pour essayer d'asseoir une mainmise en cherchant quelque chose. Il peut toujours y avoir une ressource sur cette planète Ouais, sauf qu'à la mort de Jabba, il n'y a plus vraiment d'empire non plus. Bah si, parce que si tu veux, t'as toujours une garnison une fois que la mort de Jabba est annoncée. Pour moi, les garnisons, en fait, elles sont là où elles étaient déployées à la base. Bah, pas forcément, une garnison, ça bouge. Enfin, tu peux déplacer une garnison ou une légion d'une planète à une autre. Finalement, la garnison... Loïc, tu parles de entre la mort de Jabba et l'explosion de la seconde. Tout à fait, mais la guerre ne s'arrête pas à l'explosion de l'étoile de la mort. Un temps assez réduit, mais... Oui, mais ça s'arrête pas à l'explosion de l'étoile de la mort. Je veux dire, une fois que l'étoile de la mort est détruite, la mainmise sur certains mondes par les impériaux, elle disparaît pas du jour au lendemain. La preuve avec cet épisode où on nous dit il y a encore une garnison. Ouais, mais la nuance, Loïc, c'est que sur cet épisode-là, en fait, pourquoi il y a encore des impériaux qui sont présents? Parce que les mecs, ils ont une base, c'est-à-dire qu'ils ont un... Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un... Thomas, c'est vaste, un pied à terre, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Tatooine, alors que sur Tatooine, ils ont que dalle, en fait. Tu sais donc, pas. À mon sens, comment je vois les choses, quand justement t'es en débandade, comme ça, si tu veux, eh bien, t'as plutôt tendance à te replier là où t'es fort, tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Si tu continues de te disperser tes troupes, en fait, tu vas te planter, tu vois. Donc t'as plutôt intérêt à tout redéployer là où t'as ton pied à terre. En l'occurrence, Nevarro, elle en fait partie, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, mais on connaît Tatooine de ce qu'on a vu. C'est quoi l'intérêt stratégique d'aller sur Tatooine? Tu sais pas, mais parce que ça ne nous a pas encore été raconté. Mais quelqu'un peut très bien imaginer une histoire autour de ça. Et après, le Marshall, il nous dit clairement qu'une fois qu'il y a eu la deuxième étoile noire qui a explosé, les impériaux, ça a été la débandade. Oui, c'est ce qu'il nous raconte. Parce que mais ça, c'est un peu contredit par certains... D'ailleurs, t'as le gang des miniers qui arrive. C'est-à-dire que ça laisse la place à quelque chose d'autre. Ouais, c'est-à-dire que on va pas s'occuper sur Tatooine. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est juste. Par contre, un truc qui est super intéressant et qui fait très Far West, encore une fois, c'est que toutes les petites villes paumées, hop, les mecs, ils ont des marshals, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le côté Far West, il est trop là, quoi. Et que chaque ville doit avoir son marshal. Même Greef Karga qui prend le contrôle de la ville, voire même du coup de la planète, puisqu'il parle presque de sa planète. Ouais. Ça fait très Far West aussi. C'est bon, on a tué le chef d'avant. Maintenant c'est moi le chef et puis c'est à moi que vous obéissez. Et qu'en plus, tu sens que le marshal, il arrive en fait finalement par une espèce d'aura populaire, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais pas par rapport à une élection où c'est clair qu'il passe par un concours. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il a un peu ce caractère autoritaire qu'on retrouve dans sa façon de parler et de gérer le Mythrol, puisque donc le Mythrol, il l'a condamné, donc il est aussi juge, il l'a condamné à une peine de 350 ans de travaux à son service.
Mais du coup, à chaque fois que le Mythrol va lui dire bah non, moi je viens pas, ou moi je veux pas faire ci, ou moi je veux pas faire ça, il lui dit bah c'est pas grave, je vais te rajouter 50 ans sur ta peine. Et à l'inverse, quand le Mythrol va faire quelque chose dans le bon sens, bah il va un peu alléger la sentence. Donc on a un peu ce côté, encore une fois, Far West, je suis le chef, c'est moi qui décide, je suis aussi, je suis la loi, je suis la police, je suis la justice, je suis un peu tout. Si ce n'est que là, bon, bah il y a Cara Dune qui est là aussi, un peu pour contrebalancer, parce qu'on sent quand même qu'elle est moins salopard Et que je lui, trouve quoi. que d'ailleurs, tu vois, le Mythrol, justement, je trouve que c'est clairement un des bons persos de l'épisode 1, que je suis content de revoir. Parce que Greef Karga et Cara Dune, j'aime pas du tout ces personnages. Bah, moi, je les trouve insipides. Moi, je les aime pas non plus comme toi. Le Mythrol, je l'aime bien, mais je l'ai trouvé lourd. Ah, je le trouve trop bien. Moi, je l'ai trouvé lourd dans tout l'épisode. Mais finalement, il est pas très bien utilisé. Il est pas très bien utilisé. Ouais, mais c'est le personnage comique, tu vois. Ouais, mais je trouve que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, je trouve, au sein de l'épisode. Sincèrement, s'il y avait pas eu, si par exemple cet épisode était consacré juste à l'attaque de cette base et que dans cette base on découvrait rien de plus qu'une base impériale classique, que on n'avait pas du teasing des plans du Moff Gideon, franchement, je pense que j'aurais pu détester cet épisode. Parce que, vous voyez, on en parle depuis tout à l'heure, je fais quand même, je dresse quand même beaucoup de points négatifs, qui pour moi sont tous contrebalancés par le coup d'accélérateur que je donnais en introduction. Mais s'il n'y avait pas eu ce coup d'accélérateur, je pense que j'aurais détesté cette épisode. Encore une fois, Loïc, tu sais que je suis peut-être pas objectif quand je dis ça. Pour quelle raison ? Parce que moi, quand ça manque d'aliens dans Star Wars et que ça manque de droïdes, je suis malheureux. Mais attends, j'en mets pas du tout. J'ai toujours pas digéré la pilule de IG-11 et de Quill, qui étaient deux persos exceptionnels, et les deux autres qui sont un peu random, tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu veux, je remets pas en cause le fait que un alien fasse partie de la bande, et au contraire, je trouve ça vraiment... Et un alien original, en plus, tu vois. Je trouve ça intéressant, mais par contre, voilà, ce côté, moi je l'ai trouvé lourd. Alors, on s'est un petit peu éloigné du sujet, du contexte politique, parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur la fin de l'épisode. On fait du côté Empire, là, maintenant ? Alors, on va revenir juste sur la fin de l'épisode, puisque, comme disait Céline tout à l'heure, donc le Marshal et Greef reçoivent la visite donc du pilote de la Nouvelle République, donc ils vont avoir cette discussion au sujet d'Alderaan. Mais s'il y a cette discussion au sujet d'Alderaan, c'est aussi parce que le pilote, lui, sent qu'il se trame quelque chose dans la bordure extérieure, et à mon avis, c'est aussi une des raisons pour laquelle il vient enquêter, même si je pense qu'il est toujours à la recherche du Mando. Et donc, lui... Bah non, puisqu'ils l'ont laissé. Mais je sais, mais je pense qu'ils le suivent, en fait, qu'ils le pistent. Et je serais pas surpris même qu'à la fin, il y ait un affrontement. Ah, pour choper le bébé Yoda, non, après toi ? que la rébellion vienne aider en toute fin, enfin que les flottes de la Nouvelle République, viennent aider contre le Moff Gideon. Mais bon, ceci est pour plus tard. Ah, ok. Mais donc il parle du fait qu'il se passe quelque chose dans la bordure extérieure et que la capitale, les mondes du noyau sont complètement hermétiques à ça, et ça c'est très très raccord avec ce qu'on sait déjà, ce qu'on a eu dans des romans notamment, hein, c'est pour le principal, qui se passe, que la Nouvelle République ne croit pas du tout en une menace, ne croit plus en la menace de l'Empire ou d'une autre organisation, que tout se passe bien, qu'il faut bien procéder à la paix, qu'il faut bien continuer le désarmement de toute la flotte, etc. Parce que maintenant on a fini avec tout ça. Mais la bordure extérieure vraiment nous montre que c'est dangereux, sur chaque planète c'est dangereux. Sur Tatooine c'est dangereux parce que ça va être un gang de miniers. Sur l'autre planète ça va être des maraudeurs, et sur cette planète-là ça va être des petits restes de l'Empire qui fomentent, on va dire, une espèce de rébellion, hein, puisque finalement maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, c'est eux qui deviennent les rebelles par rapport au pouvoir en place. Donc ça c'est intéressant, on a vraiment dans cet épisode un développement un petit peu, alors c'est très très léger, mais je veux dire qu'on a tellement peu d'informations sur ce contexte que je trouve que c'est bien même pour le grand public de dire attention, parce qu'une fois que l'Empire s'est éteint, ça s'arrête pas là, la géopolitique de la galaxie, il se passe quand même des trucs, quoi. Donc voilà. Et maintenant donc le contexte impérial. Donc tu disais, Thomas, l'Empire, donc voilà, là on est sur cette planète.
pourquoi ils restent à cette base impériale, pourquoi ils en sont pas occupés avant, pourquoi le Moff Gideon n'a pas ordonné une contre-attaque, finalement il a l'air de rester quand même encore des troupes, de quoi reprendre une ville, je pense déjà tout simplement. Alors le Moff Gideon, est-ce que c'est un vrai... Alors moi j'ai des questions quand même sur le Moff Gideon. Est-ce que c'est un chef de guerre? Est-ce que c'est un fidèle de l'Empereur? Du coup, tu sais, on a lu les romans Aftermath, du coup, on sait que les capichefs de l'Empire, c'est pas Moff Gideon. Moff Gideon, on n'en entend même pas parler. Donc, est-ce que le mec, il essaye de mener sa frange, tu vois, ou sa fronde, comme si, au sein des Mando, on a dit qu'il y avait différentes visions. Est-ce que lui, c'est pas un frondeur de l'Empire, enfin, du mouvement qui a émergé, en fait, avec toute la team qu'on voit dans la trilogie Aftermath, et que lui, il se dit pas, il tente pas sa chance, tu sais, il fait un coup de poker, il y va fort, avec justement ces nouvelles inventions, en se disant, moi je vais reprendre le leadership de l'Empire, et je vais le tourner à ma façon. Et tu sens qu'en fait, les mecs, bon, très clairement, ils sont en train de préparer l'Empire 2.0. Alors, on sait même pas, parce que les gamins, moi, effectivement, dans les caisses à Bacta, là, a priori, c'est certainement des versions de Snoke alternatives qui font le lien avec l'épisode 9, mais on peut se demander si lui, il a pas utilisé cette option-là pour faire autre chose que faire renaître l'empereur, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que lui, il a sa version à lui, de se faire, d'ailleurs, ce qu'on voit à la fin, des espèces de shock troopers, là, de Death Troopers, mais peut-être en mode clone, en mode altéré, et que lui, si ça se trouve, peut-être qu'il est sur sa voie à lui, qui est pas celle du reste du groupe de l'Empire, parce que, normalement, lui-même devrait rendre des comptes à ceux qu'on voit dans Aftermath. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Alors, oui et non, parce que, donc, il peut effectivement y avoir deux choses. Soit il décide de profiter de la débâcle de l'Empire pour s'octroyer du pouvoir, prendre sa place dans la galaxie, etc. Soit il peut être un fidèle de l'empereur, au service de l'empereur et de son retour, comme le général allégeant dans l'ascension de Skywalker. Moi, je pense que l'empereur, qui est quelqu'un de très prévoyant et qui avait plusieurs plans de contingence au cas où il venait à être battu, aurait très bien... Enfin, moi, je serais pas surpris qu'on ait un flashback avec le Moff Gideon juste après la destruction de l'Étoile de la Mort, avec l'arrivée d'un des droïdes messagers de l'Empereur, qui lui dit Moff Gideon, j'ai besoin de vous, maintenant, pour préparer mon retour, rendez-vous là, faites ceci, faites cela, et vous serez gracieusement récompensé lors de mon retour. Et puis, quelque chose va mal se passer, ou alors il va penser peut-être qu'il est meilleur... tout seul, et puis il va essayer de prendre le contrôle un peu de son mais là, on a l'impression qu'il est désolidarisé du reste. Mais parce qu'on n'a pas d'informations sur le contexte par rapport à mais on n'a pas les informations. Je veux dire, on a quasiment effleuré seulement la question du Moff Gideon. Mais moi, je me demandais si ce Moff Gideon ne pourrait pas être le nouveau Throne de l'ancien univers étendu. C'est-à-dire que un officier... Ouais, mais alors pourquoi on n'entendrait pas parler dans Aftermath, alors ? Parce que ça se passe avant Aftermath. Ouais, après, dans Aftermath, ils nous disent quand même qu'il y a plein de petites factions dans l'Empire, et qu'il y en a que certaines qui répondent à Sloane, et qu'il y en a qui disent de toute façon, moi je refuse de penser que l'empereur est mort. Il y en a qui disent puisque l'empereur est mort, on va faire notre propre petite faction. Donc je pense que dans cette petite galaxie d'impériaux différents, je pense que le Moff Gideon, il est totalement à sa place. Je pense pas que ce soit incohérent. Après, peut-être que si on lui fait prendre une énorme ampleur, on va dire, c'est pas très cohérent qu'on en ait pas entendu parler dans Aftermath, ça c'est possible. Mais pour le moment, moi je trouve qu'il n'y a rien d'incompatible. Je suis tout à fait d'accord. Pour l'instant, il n'y a rien qui est néanmoins, moi c'est une petite angoisse que j'ai de me dire, j'ai des problèmes j'ai des gros problèmes dans la vie, mais que si tu veux qui coordonne pas ça avec les romans d'Aftermath. Auquel cas, on va se retrouver avec les fameux problèmes de The Clone Wars avec l'ancien New Legend. Et là, ce serait vraiment dommage. Après, ils sont pas obligés de rentrer dans le détail par rapport à ce personnage. On peut très bien revenir sur son passé sans aller trop loin. Ouais, mais avoue que ce serait plus cool quand même. Oui. En fait, ce que je disais, c'est que moi j'imagine très bien le Moff Gideon vouloir, prendre sa revanche sur la Nouvelle République
et fédérer, on va dire, les forces impériales qui ne se sont pas enfuies dans les régions inconnues. Aider, par exemple, d'une armée de... on sait pas trop de quoi, comme on voit à la fin, pour essayer de reprendre le contrôle. Et on aurait un peu une espèce de grosse bataille entre les forces impériales guidées par Gideon contre les forces de la Nouvelle République, un peu comme Thrawn, quand il revenait botter les fesses de la Nouvelle République dans l'ancien univers étendu. Mais éventuellement, là, l'intérêt de ne pas réutiliser le même personnage pour ne pas refaire exactement la même chose, ou même, pourquoi pas, de faire intervenir Thrawn en penseur un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Enfin, je pense qu'on peut construire une histoire importante à la partir de ce personnage, sans forcément qu'on en reparle 30 ans plus tard. Parce que 30 ans, c'est quand même énorme. Je veux dire, les personnages qui auront traversé, on va dire 25 ans. Mais tu pourrais me redévelopper, du coup, parce que j'avais pas ce détail-là, comment tu le positionnes, du coup, Aftermath par rapport à Mandalorian? Pour moi, Aftermath, il se passe avant Mandalorian. Donc la bataille de Jakku est déjà passée, là, pour moi, la bataille de Jakku, elle est déjà passée depuis 1 an. Parce que la bataille de Jakku, elle a lieu, je sais plus si elle a lieu plusieurs mois ou quelques mois ou 1 an après la bataille d'Andorre, mais par contre, c'est celle qui met, entre guillemets, fin à la guerre. Et là, on est je crois, en plus 7, donc on est au moins 1 an. Pour moi, on est 1 an après la bataille de Jakku. D'accord, on est bien longtemps après le dernier roman d'Aftermath. Bien longtemps, 1 an, ça me semble pas tant que ça, mais pour moi, on est après. Parce que sinon, il y aurait quelque chose de plus... la menace impériale, elle serait plus importante pour la Nouvelle République. Pour moi, sinon, on en entendrait parler beaucoup plus intensément, quoi. Donc... D'accord, et donc du coup, ça amène quand même, par contre, il y a une phrase que je trouve géniale, c'est que, je crois que c'est son assistante, je sais plus quelle statue est là, qui sort, on prépare le futur de l'Empire. J'ai trouvé ça génial. Enfin, la nouvelle ère. Ouais, exactement, c'est ça qu'elle dit, la nouvelle ère. Justement, cette nouvelle ère, on pourrait très bien imaginer une grosse ère de contre-offensive de l'Empire sur la galaxie, sans forcément que 30 ans plus tard, on en parle encore. Dire, c'est pas forcément le premier ordre dont elle parle. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est pas forcément le premier ordre dont elle parle. Un plan de Gideon bien en amont, qui va peut-être réussir ou qui va peut-être rater. Ah d'accord, qu'aurait fait un fail et du coup... oui. Ouais, peut-être que la Nouvelle République, entre-temps... inévitablement... Ouais, peut-être ce que vous voulez dire, peut-être qu'il parle pas du premier ordre, les gars. Pour moi, il parle pas forcément du premier ordre. Parce que ceux qui vont créer le premier ordre, ils sont pas là. Ils sont partis dans les régions inconnues. Exactement. À moins que après il y ait des soutiens, parce que je veux dire, il y a aussi toute la partie où ils enlèvent des enfants, etc. Donc peut-être que des impériaux fidèles peuvent rester en avant-poste pour s'occuper de ça, et pourquoi pas. Mais je vois plus, pour moi, je vois plus Gideon comme un pion à la fois pour l'empereur, mais à la fois menant sa propre voie, quoi. Après. Je veux dire, ça reste qu'une impression. C'est fondé sur... Et alors, les Death Troopers là, qui sont en train de préparer, vous les imaginez forceux ou non forceux? Alors, ouais, toute la question est... Est-ce qu'il y a un lien entre... alors, c'est les Dark Troopers, hein, c'est précisé dans l'audio description en anglais. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un lien entre les Dark Troopers et les cuves qui semblent être plutôt du clonage? Est-ce que y a un lien aussi avec l'enfant, puisque clairement on a le sentiment que s'ils font des transfusions, c'est pour probablement transmettre la force à quelqu'un. Donc est-ce que c'est au clone? Est-ce que c'est au Dark Trooper? Est-ce que c'est des Dark Troopers faits avec des clones? Il y a plein de possibilités qui s'étendent. Est-ce que c'est des clones au contraire, qui préparent le retour de l'empereur, et donc on essaye de leur injecter la force pour que il ait un clone réceptacle force sensitive. On sait qu'a priori ça a raté sur le père de Rey. Donc est-ce que c'est ça qui fait qu'ils ont fait des essais? Le docteur Pershing dit on va avoir du mal à avoir quelqu'un avec un M-count plus élevé. Ça sent bien le midi-chlorien, quand même. Ouais, complètement. Ouais, moi j'étais fou. Alors, vous en pensez quoi? Parce que apparemment il y a plein de gens qui ont gueulé sur les midi-chloriens, ils nous le ressortent et tout. Moi je trouve ça cool, quoi, parce que finalement, à partir du moment où c'est canon et que ça fait partie de l'univers de Star Wars, donc qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut l'utiliser dans n'importe quelle œuvre, et effectivement ça n'a jamais été réutilisé
hormis un peu dans Clone Wars, mais de manière très succincte, mais je trouve ça intéressant de l'avoir là. Donc là, on arrive sur notre... Surtout au moment où ils font de la physique, tu vois, un peu de physique ou de chimie, tu vois. Justement, donc on va détailler un petit peu tout ça, on est sur notre dernière partie, et c'est là où les choses sont intéressantes, comme le dit Céline. On ne sait pas, en fait, si tout ce qu'on vient de découvrir dans cet épisode est lié. Est-ce que, donc dans ce laboratoire, ils ont découvert des cuves dans lesquelles il y a des corps qui sont déformés, donc des expériences, où effectivement, le Dr. Pershing va nous dire... que ce sont des essais, donc visiblement, donc on leur a injecté le sang de bébé Yoda, donc un sang très fort en midi-chlorien, mais qu'ils n'ont pas pu prendre. Ils n'ont pas supporté. Donc voilà. Maintenant, effectivement, on voit dans la cuve, quand on zoome sur le niveau du crâne, il y a une cicatrice qui est quand même très très proche de celle de Snoke. Et détail très important, même si je n'ai pas eu le temps d'aller écouter en détail, mais la musique qui se lance lors de la découverte de ces cuves, pour moi, c'est la musique de Snoke. C'est le comme ça. Il y a un truc. Alors effectivement, j'ai pas pu aller écouter la piste sur Spotify avant l'enregistrement de l'émission, mais j'enjoins tout le monde à essayer de trouver ce lien peut-être qui est fait là. Mais effectivement, on ne sait pas si ces cuves sont liées donc aux espèces de troupes. Alors on ne sait pas si c'est des... Donc ils disent Dark Trooper, donc Dark Trooper ça nous renvoie à des droïdes qui étaient dans l'ancien univers étendu. Maintenant des Dark Troopers on en voyait vraiment dans Rebels, puisqu'ils étaient les droïdes d'entraînement de Throne. Par contre, on ne sait pas si donc ce sont vraiment des droïdes. Est-ce que ce sont des cyborgs, donc mi-humains, mi-droïdes? Est-ce que ce sont des personnes dont d'une greffe sensible à la force aurait fonctionné, mais qui ont besoin d'une armure de contention pour les faire survivre un peu à la manière de Vador, ou est-ce que ce sont bêtement vraiment des robots? Maintenant, quand on regarde un peu le design, il y a une boîte devant avec des tuyaux, donc ça fait boîte de survie, ça fait quand même penser à un chasseur-taille, et puis au niveau de la ceinture, etc., on a l'impression qu'il y a une combinaison, et ça fait très premier ordre là. Par contre, dans le design, la combinaison qui est un peu brillante avec les boîtes, avec une ceinture en boîte, il y a quelque chose quand même de très premier ordre là-dedans. Donc, est-ce que vraiment on est plus sur le hasard du design un peu cool, ou est-ce que ça va nous amener à quelque chose? Mais en tout cas, Gideon, il est là, et c'est pour ça que en fait, ça renforce mon impression qui joue un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire moi je vais prendre ma revanche, et puis à une époque vous aviez arrêté les armées de droïdes, on va peut-être y revenir, c'est peut-être le bon moment parce qu'on n'a plus de troupes, et en même temps je suis un fidèle de l'empereur et je rêve de son retour et je vais l'aider à préparer son retour, peut-être, pourquoi pas. Moi j'ai envie que ce soit simple, qu'ils essayent de faire en fait les expériences de... Donc ce serait des cyborgs pour vous? Pour moi c'est des droïdes. Ouais, alors je viens de revoir effectivement sur le Wikipédia, je vous l'ai mis en photo, effectivement le Dark Troopers, effectivement c'est des droïdes. Effectivement. Et alors que moi, voyant de loin, j'avais noté Death Troopers. Non, effectivement Céline a raison, l'audio description dit bien que ce sont des Dark Troopers. Mais... Ouais, mais vous avez raison, ouais. Et d'ailleurs le visuel correspond. Mais moi j'ai envie que ce soit simple, c'est-à-dire que pour les cylindres, j'ai pas envie que les deux soient forcément liés, mais j'ai envie que ce soit simple, que les cylindres ça corresponde aux essais pour la réincarnation de l'empereur, et que ça soit pas plus bête que ça, et que du coup on va dire que les essais ratés, ça donnera Snoke quand on aura un truc à peu près cohérent et qui servira de réceptacle uniquement au niveau de l'esprit. Que moi j'avais lu des théories, tu vois, qui disaient qu'en fait dans les cylindres ils allaient faire des espèces de clones forceux pour les foutre dans des costumes de Death Troopers, et j'avais pas noté que c'était des Dark Troopers, et donc moi du coup j'étais resté figé sur cette théorie que j'avais lue, et je trouve que la vôtre est meilleure, c'est-à-dire à savoir, ils sont juste en train de faire un clone, juste en train de préparer un Snoke, et paradoxalement, ils vont se faire une armée de battle droïdes commando qui vont être donc les Dark Troopers, qui vont être super vénères, et c'est contre eux qu'ils vont se battre. Et quelque part, ce serait intéressant parce que Mando pourra prendre sa revanche sur les droïdes aussi, parce que ce serait ironique. Donc auquel cas c'est cool, et en plus si tu veux, quelque part tu peux être violent sur des droïdes, tu vois ce que je veux dire, tu peux leur couper des bras, ce que tu peux pas faire sur un Stormtrooper, parce qu'il y a des gamins qui vont regarder, alors que là tu peux y aller franchement. Mais et c'est vrai que ça paraîtrait quand même assez fou s'il arrive à avoir des troupes force sensitive. On se dit on en aurait entendu parler dans l'épisode. Dans la théorie que j'avais vue,
les mecs disaient que ce serait un moyen de mettre tu vois, un espèce d'opposant à Ahsoka, quoi. Ouais, mais après, j'aurais pas envie de voir des troupes forceuses. Mais moi non plus, j'aime bien ce que t'as présenté, Loïc. Ouais. Ça me convient très bien. Voilà, je veux dire, peut-être que la suite nous donnera totalement tort. Mais juste pour une dernière théorie sur ce forceux, il y a quand même un élément qui n'est pas canon dans la mythologie Star Wars, mais qui pourrait appuyer un peu ça. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les chroniques de Yoda, la série Lego, il y avait un clone qui était utilisateur de la Force. Oui, je me rappelle. Il s'appelait Zek, je crois. Jack, voilà, non Jack 14. Et Filoni et Favreau, pour moi, sont assez filous pour essayer de réutiliser des concepts même mis en place par des trucs de Lego. Et ben j'allais prendre un autre truc de Lego, moi. Est-ce que t'as vu les Lego Freemaker saison 2 ? Bah j'ai pas fini, j'ai commencé seulement. Et ben moi je suis dessus là en ce moment avec mon fils, et justement ils ont justement un droïde comme le Dark Troopers qui est super balèze en fait et qui doit choper la famille Freemaker. Ouais. Ah oui, et il est noir, pareil. Alors il a pas tout à fait la même gueule, il a 4 bras, mais c'est un super droïde et c'est le chouchou un peu de l'empereur dans Lego Freemaker. D'ailleurs que je vous conseille vraiment le Lego Freemaker c'est vraiment très bon, quoi. Donc, mais Yoda aussi, hein, les Yoda Chronicles. Bah, c'est ça, mais on a ces petites choses qui existent, qui sont pas du tout canon, hein, on est dans l'univers Lego, mais quelque part, ça pourrait être adapté et en faire quelque chose dans l'univers canon, quoi. Il faut qu'on se fasse une émission, Loïc, les Lego Star Wars. D'autant plus qu'on a le Holiday Special qui est sorti. Je l'ai pas encore regardé, mais ça, faut qu'on fasse une émission là-dessus. Moi, on les dévore avec mon fils, on s'éclate là-dessus. On en avait fait une sur la première saison, mais il faudrait en effet faire sur Freemaker, hein, je parle. Mais oui, bah, il faudrait faire celle de la deuxième saison. L'eau a coulé sous les ponts. Donc voilà, après, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur les théories autour du labo, donc les expériences et des droïdes ou des Dark Troopers de Gideon? Non, mais par contre, je trouve ça intéressant, tu vois, d'avoir fait l'émission, parce que dans ma tête, j'étais parti sur des trucs, et là, tu vois, dans l'échange, ça m'a fait switcher, quoi, donc c'est cool. Après, j'espère qu'on sera pas déçus avec la suite de la saison, ou... Mais si ça se trouve, on aura tous tort. On aura tous tort, bah oui, mais c'est ça qui est bien aussi dans le... T'as toujours pas envoyé ton CV à Filoni ? Non, pas encore. T'y penses quand même. Je parle pas assez anglais. Céline ? Non, je suis d'accord. Bah là, c'est vrai que... qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué ? On n'a peut-être pas évoqué le fait qu'ils avaient dit que la transfusion, elle avait pas fonctionné, qu'il y avait eu le décès du receveur. Je pense qu'on on l'a pas mentionné. À mon avis, c'est plus des receveurs. Oui. Et donc oui, effectivement, le docteur Pershing dit sans qu'on ait encore du sang du bébé, je pourrais pas continuer mes essais, quoi. Donc on sent quand même que parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de bébé Yoda dans cet épisode, qui est vraiment extrêmement mignon, entre le vol des gâteaux grâce à la force et puis quand il est avec le Mando dans le vaisseau, qui prend ça comme un manège, qui finit d'ailleurs par vomir, hein. Ça c'est le super mot de la fin. Je trouve qu'on a tous trouvé ça dégueu, mais à la fois trop mignon. Et quand il change les fils aussi, voilà, c'est trop mignon. Au tout début, quand il change les fils. Qui prend sa charge électrique, là. Parce qu'au final, bébé Yoda n'est pas l'élément essentiel de cet épisode, puisqu'il est quand même très vite laissé de côté pour l'action, parce qu'on, voilà, évidemment, pas toujours prendre bébé Yoda au cœur de l'action, parce que c'est des fois plus un problème qu'autre chose. Mais voilà, on sent que la quête de bébé Yoda, et d'ailleurs on l'a pas dit, mais le Mimban, donc, qui répare le Razor Crest, est un espion pour le Moff Gideon, et va informer les Impériaux qu'ils ont posé un traceur sur le vaisseau, traceur qui va sans doute les conduire également à Ahsoka. Donc on risque d'avoir dans les 4 prochains épisodes vraiment une conjonction de toutes les forces, donc à la fois des Mandaloriens, des Impériaux, des Jedi, du coup, enfin de ceux qui restent, ou beaucoup de fillers. Non, je pense pas. Et aussi peut-être des forces de la Nouvelle République, comme je le disais tout à l'heure, qui vont converger vers le même endroit, peut-être pour nous donner, pour commencer à nous donner quelque chose d'un peu plus important. D'ailleurs, le prochain épisode qui s'intitulera Le Jedi, très important, réalisé par Dave Filoni, mais
Oh. Voilà, attention encore, ils nous ont montré comme quoi ils sont très très filous aussi avec les mots et les concepts. Et si on retrouvait Cal Kestis en The Jedi, on serait quand même tous extrêmement déçus. Mais non, mais on va avoir Ahsoka là. Ahsoka n'est pas un Jedi. Franchement, Loïc, oui, non mais il dit qu'il cherche une Jedi. Mais oui, mais Ahsoka n'est pas une Jedi. Ouais, mais d'ailleurs, j'imagine très bien. regarde, elle est pas Bo-Katan, dans elle le l'appelle chose la Jedi, Jedi, c'est pas et pareil. lui, il dit je veux un Jedi. Enfin, tu vois, je pense pas qu'ils aillent noter. Ils sont Et, capables, hein. Et en plus, regarde, Filoni, enfin, des fois là, je me disais ça, tu vois, en l'attendant dans l'épisode 4, je me dis putain, Filoni, il a créé un des meilleurs persos de Star Wars avec Ahsoka. Et je veux dire, si c'est lui qui réalise, enfin, je veux dire, faut qu'il lâche son bébé, quoi, tu vois, enfin, je veux dire, il va la voilà, moi c'est aussi, son moment de j'espère, gloire, hein. quoi. Et puis il faut que l'actrice arrive à nous rendre une Ahsoka aussi. Elle est aussi, géniale, aussi l'actrice. sympa et aussi un peu naïve. C'est confirmé que c'est Rosario Dawson ou pas? Ouais, c'est fortement. Et il y a une Hot Toys qui est sortie avec sa tête. Il y a sa tête sur les sabres laser version Hasbro. Donc moi je doute qu'on la n'empêche, retrouve par contre, en termes de spoiler, ils ont vachement bien joué le coup parce qu'il n'y a aucune photo qui a filtré. Alors, il n'y a aucune photo. D'ailleurs, je rebondis, tu fais bien de le dire. Il faut savoir quand même, je pense que beaucoup l'ont remarqué, mais il faut quand même qu'on le dise, toutes les images du trailer sont passées. C'est-à-dire que les images du trailer ne concernaient que les 4 premiers épisodes, et il nous reste 4 épisodes totalement inédits, dont on ne sait rien et dont on n'a rien vu. Et au final, je trouve ça extrêmement excitant. Et voilà, vraiment, de découvrir. Alors, si en plus, vraiment, ça accélère, que là, je pense pas qu'on ait des fillers vraiment. On va avoir quelque chose très très lié au fil rouge. Et en plus, on n'a rien vu, on sait rien. Je me faisais la même remarque, Loïc, avant que l'épisode commence. Et je me disais, ah putain, on va voir Ahsoka. Puis après, je me disais, ah merde, c'est vrai que dans la bande-annonce, à un moment, on voit le Mistral. Mais moi, je pensais et plus après, qu'il je me suis dit, arriverait, bon, allez, le j'ai Mistral. vu Griff Karga et merde. Cara Dune. J'arrive plus, aidez-moi. Cara Dune. Cara Dune arrivé, je dis allez c'est bon, on se les colle là, mais après on aura la paix, après ça va avancer. C'est ça, j'espère que là faut y aller. Bon, il nous reste pas grand chose à attendre avant le prochain épisode. En plus, il n'y a pas de pause, je crois, dans cette saison. Les 4 prochains épisodes sont les 4 prochaines semaines. Et voilà, j'espère qu'on va avoir vraiment le meilleur. Le dernier, tu sais quoi? Le dernier, il sort le 18, je crois, 18 décembre. J'ai presque envie, tu vois, de couper Internet et de me le garder pour le soir de Noël, tu vois. Waouh. Tu sais, pour me faire un cadeau, tu vois, parce que d'habitude, je sais pas vous, mais moi ça me manquait chaque Noël, tu sais, d'aller voir ton film de super-héros, enfin ton film de Star Wars ou super-héros, tu vois, il y a toujours un truc sympa à aller voir. Et là, bah il y aura pas et je trouve que ça va me manquer. C'est ton petit calendrier de l'Avent, en fait. Ouais, mais tu rigoles, c'est exactement ça, je trouve. Mais moi, franchement, j'ai pas envie d'attendre 6 jours pour découvrir. Après, ça se trouve, voilà, on va peut-être entre-temps découvrir d'autres choses dans les 3 épisodes. Ça, c'est un défaut qu'on trouve souvent chez les Padawans. Ils n'arrivent pas à attendre. Et non, mais moi aussi, j'ai trop peur de me faire spoiler. Et rappelons que... par contre, je serais deg. Moi, je ne désespère pas aussi de voir arriver Sabine et Thrawn dans cette saison, donc j'espère... Ah oui, d'accord, ouais. Mais rappelle-toi qu'il y a aussi Boba Fett. Mais je pense pas qu'on le reverra. Tu crois? Bo-Katan qui va peut-être revenir. Bo-Katan, c'est sûr. Je pense qu'on la reverra. Il va y avoir... Tu crois que Boba Fett, on va pas le voir? Non, je pense qu'on le verra pas. Donc le gars, il aurait été crédité pour faire un arrière-plan, quoi. Mais ça, c'est du teasing pour la suite. 3. Mais non, je pense que là, on le verra pas. Saison 3. Alors, remarque, ils sont déjà en train de faire la saison 3. Hein. Mais Goss me demandait combien il y a de saisons. Pour l'instant, c'est 3 seulement. Pour l'instant, ils ont annoncé qu'une saison 3, mais on sait pas. Ils pourraient presque commencer de produire la 4, là. Enfin, je veux dire, ou là, comme ils sont partis. Terminer par soit un film au cinéma, soit un gros téléfilm. Oh putain, comme ce serait bon. Mais je te dis d'envoyer ton CV, arrête, traîne pas, là. Non, mais de toute façon, là, avec le Covid, oui, là, ils sortent même plus les films au cinéma. Mais ils disaient justement que pendant le Covid, le Mandalorian, ils avaient pas de problème pour le tourner, justement, parce que comme ils étaient full studio et qu'ils ont tous des masques... oui, c'est clair, c'est clair. C'est pas les plus emmerdés. Et on a oublié encore un truc. Encore dans cette foutue transmission du Dr Pershing. Il a parlé d'un volontaire. Il a dit... Je vais pas pouvoir redonner du sang aux volontaires. Mais qui est ce volontaire? Oui, ça c'est vrai. Et quel est le mec assez con pour être volontaire?
Oh ben, un très très fidèle de l'Empire. Non, je vois pas qui ça pourrait être comme ça. C'est vrai que Céline, tu soulignes un truc intéressant. Après, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être un trooper déçu de la chute de l'Empire. Ça peut être un officier, un forceux, un inquisiteur qui traîne. Ça peut être Gideon lui-même qui veut obtenir la force. Non, parce que sinon il l'aurait pas dit comme ça. Parce qu'il parle d'une tierce, puisqu'il s'adresse à Gideon. Donc il parle d'une tierce personne, donc c'est pas cohérent. Mais ça peut être vraiment un peu n'importe quoi. Après, voilà, il reste des enfants sensibles à la force, ils auraient pu en trouver. Mais sinon, Non, mais là, c'est quelqu'un qui reçoit. Oui, c'est le receveur. Pour moi, c'est pas quelqu'un sensible à la force. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à essayer de transmettre du midi-chlorien. Voilà. On est d'accord. Eh ben, écoutez, peut-être que les prochains épisodes nous amèneront plus de précision quant à toutes ces choses, quoi. Et ah oui, un autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, comme chaque semaine, moi, je fais des déplacements, tu vois, dans mes cours, et souvent le vendredi soir. Et là, j'ai vu un projet, c'était le jeudi. J'ai des étudiants qui me font ils sont en IUT informatique, ils me font là en ce moment un jeu vidéo Star Wars, un risque Star Wars. Et à la fin, et les autres me font, ah oui, on fait aussi une radio avec mes étudiants maintenant. C'est rigolo. Et à la fin d'un des projets, on parlait, etc. Et les gars font, ah ouais, putain, donc il y a eu un moment où les mecs, ils ont switché sur Star Wars. Ils me disent, ah ouais, Bo-Katan et tout. Et après, j'en parle avec mon amie, et elle me dit, mais ils connaissent Bo-Katan, mais elle me dit, ils ont quel âge? The Clone Wars, ils étaient trop petits. Et en fait, non, c'est que les mecs, si tu veux, donc ils ont une vingtaine d'années. Donc, The Clone Wars, tu vois, c'était il y a 10 ans. À l'époque, ils avaient 11-12 ans, si tu veux, ils étaient pile le public cible de The Clone Wars. Et eux, ils ont grandi petits, tu vois ce que je veux dire, avec les persos. C'est-à-dire que nous, ça nous fait kiffer, si tu veux, d'avoir des personnages comme ça, qu'on a connus dans les séries télé, mais eux, c'est les personnages de leur enfance qu'ils voient en vrai, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr. Ah, c'est clair. Mais en termes de génération, ça doit être assez dingue de vivre ça. Pour nous, le fait de voir en version live des personnages qu'on a découverts en animé ou en comics à l'époque, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez inespéré. C'est pas inédit parce qu'on l'avait déjà eu avec Alia Sekura ou ce genre de personnage, Grievous même. Mais là, ça n'a pas été conçu comme ça. C'est pas des personnages qui étaient conçus dans un média animé et qui étaient prévus de toute façon pour apparaître dans le film. C'est des personnages qui ont été conçus et qu'on savait pas qu'on allait les revoir ou les voir revenir. Enfin, je veux dire, voir Ahsoka en live... Puis eux non plus, d'ailleurs. Non, eux non plus, mais qui aurait imaginé, à l'époque, en 2008, au cinéma, ceux qui ont été voir le film The Clone Wars, qu'un jour, on allait avoir Ahsoka en live. Franchement, moi, j'aurais pas je sais pas si vous vous rappelez le Ahsoka bashing qu'il y a eu à la sortie du film. Mais elle était agaçante à souhait. Franchement, alors Ah oui, mais c'est vrai que les premiers épisodes... C'est pas faux que le personnage a évolué. Bah oui, moi je l'aimais bien parce que j'aimais bien le concept de rajouter une padawan à Anakin, mais elle était extrêmement agaçante. Par contre, effectivement, avec le développement de la série, au fil des épisodes, elle prend de l'épaisseur, elle prend de l'ampleur et elle devient intéressante. Mais il a fallu de la construction et heureusement ils en ont laissé à ce personnage. Mais comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, enfin je sais pas. C'est pour ça qu'il a un background de fou en fait. C'est parce que ce personnage il a été développé super longtemps en fait. Et moi je pensais à sa première apparition, j'ai dit ouais de toute façon c'est pas grave, elle sera morte avant la fin de la série. Punaise. Franchement, si j'avais pu imaginer un jour, punaise, on va voir Ahsoka en live dans une série télé Star Wars. Jamais de la vie. Qui se passe après le retour du Jedi. Et pour vous dire un truc, moi, mes gosses, surtout ma fille, elle est tout le temps à faire des classements, tu vois. C'est son truc elle adore ça. Et elle me disait, à chaque fois qu'on regarde un truc, ouais, c'est qui ton Mandalorien préféré, et puis elle me fait, c'est qui ton Jedi préféré? Puis je me pose et je dis, je crois que c'est Ahsoka. Tu vois, et indépendamment du fait qu'on va l'avoir dans Mandalorian, je crois que c'est vraiment mon Jedi préféré, tu vois, et un de mes persos de Star Wars préférés. Ouais, non, vraiment, on sera peut-être pas là hein, pour le prochain épisode, pour le débrief. Je pense que beaucoup de membres de l'équipe voudront débriefer de l'épisode ou c'est clair, ça va être un peu le film de l'année, quoi. Mais après, pour ceux qui écoutent d'autres émissions que l'émission série, je veux dire voilà, on réabordera peut-être un petit peu le sujet pour dire si on est content de ce qu'on a vu rapidement hein, dans
dans des quad 9 Star Wars ou dans des discussions sur le tarmac du spatioport pour dire c'était vraiment le pied total ou non, c'était raté. Ce qui est le risque aussi, hein, c'est de dire non, ils ont raté le coche, c'était pas aussi bien ou qu'on l'attendait ou qu'on l'avait imaginé. Mais c'est pour ça qu'il fallait que ce soit Filoni déjà pour le remercier, tu vois, de nous avoir fait ce perso, d'avoir autant bossé dessus, puis surtout parce que c'est lui qui le maîtrise. C'est logique, enfin, je veux dire, il est sur la série, il va ramener tout un tas de personnages qu'il a créés ou qu'il a participé à construire. C'est un peu le Stan Lee du nouvel univers Star Wars. Hein. Et c'est juste que ce soit lui qui s'occupe d'Ahsoka, quoi. Voilà. Et écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que va se conclure cette édition de Star Wars en direct série. Donc, comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions sur ce sujet ou d'autres, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, sur notre serveur Discord, où les discussions et les théories sont légion, surtout en ce moment, surtout à la sortie de chaque épisode, où on partage parce qu'on est plus fort à 10 ou 15 cerveaux que tout seul dans son coin. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager nos émissions, c'est très important pour nous donner de la visibilité. Nous sommes disponibles sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast. Et donc, au nom de Céline, Thomas et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.